Eh bien c'est parfait, la musique s'arrête pile poil quand il faut. Oh là, on est timé comme il faut les amis. Eh bien les amis, on commence tout de suite. Et bien les amis, bienvenue à vous à bord de Claude Histoire, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente début de semaine, un excellent début de semaine et une excellente journée en ce mercredi après-midi. Que votre travail se passe bien. En tout cas, les amis, trinquons au vent favorable de la connaissance, de la culture, du partage, de la joie et de la bonne humeur pour apprendre des trucs ensemble dans le fun et la bienveillance. Donc bienvenue au peuple des internet parce que maintenant, effectivement, le live, on fait 3 lives par semaine. Donc pour l'instant, j'ai mis les timings du coup le mercredi du coup et le vendredi parce que c'est les soirs, les jours où j'ai plus de chances de pouvoir live. Donc j'essaie de faire un peu de régularité au niveau des horaires. Et le week-end, ça va être des lives un peu plus chillax, gaming. On dit mercredi, le live d'actu historique. On peut aller un peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde avec un petit peu d'histoire. Le jeudi, on va du coup réagir sur des petits documentaires d'histoire. Et le week-end, tranquillement, c'est du gaming. On parle du gaming, c'est le flow du gaming. Hein, parce qu'il faut bien s'étendre dans la vie. Et il se peut que des soirs, si j'ai du temps, si j'ai un peu de motivation, je puisse faire un peu de gaming. Donc voilà. Et du coup, pour voir les problèmes. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu. Je vais parler un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait. Parce que aussi le truc important, comment il fait pour les peuples des internets. Parce que aussi, je dis c'est rediffuser le live du mardi, c'est ceux qu'on peut rediffuser. Parce que les règles, forcément, on peut pas les rediffuser. Mais celui-là, on peut rediffuser. Donc pour être au courant de tout ce qui se passe, bien sûr, je mets tout sur Discord. Mais surtout, ce que j'essaie de développer un peu, c'est le petit Substack, c'est la petite newsletter, ce que je vais montrer. Maintenant, voilà, petite édition du jour. Tac, pour ceux qui ont rendu sur YouTube. C'est le jour où je donne en fait notamment les sujets du jour, une petite anecdote historique, il faudra aller voir sur le truc. Et surtout un petit peu les conseils culture qu'on peut avoir par rapport au sujet qu'on a vu. Donc aujourd'hui on va parler de Carthage, rival de Rome. Donc un petit lien sur une vidéo YouTube pour ceux qui veulent tout comprendre dessus. Un livre qui retrace un petit peu l'aspect militaire de Carthage. Après, du coup, considération sur les grandeurs et causes de l'Empire romain, petite aspect du coup plutôt de l'Empire romain pour avoir les deux points de vue. Et du coup, les vidéos qu'on a vues à la fin, on n'a vu qu'un seul react, donc c'est l'incroyable vidéo sur l'Odyssée du Standard, je rappelle le vaisseau amiral de Pierre le Grand. Et bien sûr, le replay de la semaine dernière, où on a parlé de l'histoire des cartes du parchemin au GPS. Et bien sûr, voilà qu'on a vu le petit programme de la semaine. On peut nous retrouver sur différents réseaux. Bon, je pourrais même rajouter Blue Sky aussi. C'est vrai que je pourrais rajouter Blue Sky. Je rechange le visuel pour rajouter Blue Sky. Mais aujourd'hui, mercredi 16h, le flow d'actu. Le flow du direct, vendredi 16h. Donc, prochain live vendredi à 16h. Et après, ça passe samedi 14h, petit live. Tranquillement, quoi. Hop. Voilà, petit programme avec 3 lives. Salut 2020, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va toi de ton côté? Donc aujourd'hui, on a une petite actu là, si je mets ce qu'on a mis, parce qu'on va mettre Blue Sky, parce que Blue Sky c'est sympa. Blue Sky, j'aime bien. Cette raison, on essaie de faire plus de communication maintenant sur Blue Sky. Aujourd'hui, hop, ça c'est live, voilà. 3 sujets qu'on va parler aujourd'hui. Donc c'est quoi le machiavélisme? D'ailleurs, c'est bien sur Blue Sky, ce qui est cool, c'est que maintenant ils nous mettent qu'on est en live. Donc si on clique sur notre profil, on peut directement arriver sur la chaîne. Je trouve que c'est pas mal foutu leur truc quand même. Parce qu'on arrive sur le profil et hop. Alors là, on le voit directement, c'est en live. Petit rouge. Salut CZ, comment ça va aussi? Donc, petit sujet du coup sur c'est quoi le machiavélisme? Un petit sujet rapide. La nouvelle cité engloutie découverte. On a trouvé une nouvelle cité engloutie. Spoiler, qui est très sympa. C'est une spoiler, c'est une cité qui date du Moyen-Âge qu'on vient de découvrir. Comme quoi, c'est bon. Il y a toujours des choses à découvrir en histoire, ça qui est fascinant en archéologie. Et après, on va commencer le dossier sur Carthage contre Rome, parce que c'est un énorme choc des empires, et notamment dans la newsletter, dans le Substack, j'ai expliqué en fait pourquoi on appelle ça une guerre punique. Je sais pas si vous savez pourquoi on appelle ça une guerre punique, parce que c'est les Romains contre les Carthaginois, pourtant on appelle ça une guerre punique. La logique, elle est pas là, si on n'a pas la ref, voilà, si Jean-Michel j'ai pas la ref, c'est pas logique, mais pourtant c'est extrêmement logique, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs termes pour désigner les Carthaginois. Je te fais un spoiler. Alors, spoiler, je l'ai mis dans la newsletter. Je remets la newsletter parce que vous êtes sympathique. On est en live, on peut le mettre.
Newsletters, où est-ce que c'est C'est là. Hop, je l'ai expliqué ici. Voilà. Donc, on parle de la guerre punique, donc Carthage contre Rome, parce qu'il y avait 3 termes. Donc, il y avait le terme déjà de carthaginois. Donc, c'est on avait le premier terme carthaginois qui Carthaginiensis, qui désignait à la fois les Carthaginois et les habitants en fait du royaume de Carthage. Donc en fait tous ceux qui habitaient sur la péninsule du coup arabo-musulmane de ce moment-là. On avait le terme de Phénicien qui désignait un petit peu à la fois les Phéniciens qui habitaient sur le côté asiatique, donc aujourd'hui l'actuelle Syrie, et du coup aussi les personnes qui habitaient en Afrique du Nord. Et après un deuxième terme, c'est le Punicus, qui désigne à la fois les Phéniciens occidentaux et les Carthaginois d'Afrique. Sauf qu'à cette époque-là, ils étaient très renommés dans les tissus, notamment un tissu rouge qu'on appelait du coup Punicus. Et du coup, c'est comme ça qu'on appelait Punicie. Et du coup, c'est pour ça que du coup, on a nommé les Carthaginois les guerres puniques, parce qu'on les appelait aussi les puniques. Donc en fonction du contexte et du endroit, les Carthaginois étaient appelés des fois les Carthaginois, des fois des Phéniciens et des fois des puniques. Du coup, le terme qui s'est imposé pour la guerre punique qu'on a donné, c'est du coup à cause du tissu rouge qu'ils vendaient. Comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois si on vous demande pourquoi on appelle ça une guerre punique. Et bien, c'est à cause d'un tissu. Voilà. Voilà pour ça. Si on fait un peu d'aspect culturel. Donc voilà, comme je dis, 2 petits lives qui vont rester assez traditionnellement, je pense que c'est mercredi et vendredi. Hein. Mercredi sur les flots de l'actu histoire, donc des documentaires, des revues historiques qu'on va faire ensemble. Vendredi, petit réacteur des documents historiques. Vendredi, j'ai prévu qu'on faisait quoi déjà mince, j'ai oublié. Je fatigue parce que, en gros, je vous explique. Je me suis blessé, du coup je suis allé voir le médecin m'a donné des médocs pour que ça aille mieux, et du coup sur les médocs c'est des trucs à endormissement, et du coup il m'a dit oui faites attention, ne conduisez pas, blablabla, faites ceci, cela, parce que ça va créer une grosse fatigue et ça va vous endormir. Et en fait, dès que je rentre chez moi ou que j'arrête d'être actif, et ben je suis fatigué de dingue quoi. J'ai rarement été autant fatigué comme ça depuis que je prends ces médocs. Il faut que je les prenne minimum 3 fois par jour, et du coup je suis hyper fatigué. Et bon, on fait avec. Du coup, vendredi, on a dit qu'on parlait de quoi? Qu'est-ce que tu dis qu'on parlait de quoi vendredi? En plus, je l'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai refait mon topo. Mon topo. J'ai dit qu'on parlait de quoi vendredi? Quel sujet j'ai mis en réac, c'est vrai. Ouais, j'ai un énorme trou. J'ai mon cerveau, il est en mode arrêt complet. En plus, je l'ai fait. Attendez, je vais aller voir dans mon document. J'ai dû le mettre quelque part dans un dossier. Dans mon dossier, j'ai pris quoi comme live? En plus, je suis sûr, c'est un live, c'est un truc d'Arte que j'ai pris. Je vois l'image d'Arte, je crois. Voilà. C'est fou d'avoir un blanc comme ça. Mince, attendez, je vais le retrouver, parce que je sais que je l'ai mis. Alors, on fait vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Quel dossier j'ai mis? Alors, hop. Mon calendrier, je l'ai mis dans mon calendrier. Donc aujourd'hui, on n'est pas en février encore. Non, janvier. Janvier, on sera janvier 30. Donc janvier 30, on parle. Ah oui, Magellan. Bah oui. On parle de l'histoire de Magellan notamment. Et oui, on parle notamment de notre ami Magellan. Un petit. On va commencer un petit rec sur l'histoire de Magellan. Qui est très très sympa, qui a été fait par Arte. Que je trouve vraiment très 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 cool. Qui montre à la fois l'exploit historique de Magellan, mais aussi le côté dramatique de Magellan. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai recommandé la bio à un ami de Magellan là. Qui est assez fabuleux. Hein. Si vous aimez bien les bios sur les personnages historiques. La bio de Zweig, je sais plus son prénom, Monsieur Zweig, est vraiment très 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 bien sur le sujet. Voilà. Je vais prendre un peu de thé pour me redonner un peu d'énergie. Voilà, Stefan Zweig.
Exactement, Stefan Zweig. D'ailleurs, attends, Stefan Zweig. Bio Magellan Stefan. Je sais même plus comment ça s'écrit. Je crois que ça s'écrit à peu près comme ça. Stefan Zweig, voilà. Hop. Stefan Zweig Magellan. C'est une biographie là. Il en a fait plusieurs d'ailleurs. C'est un expert de Magellan. Je crois qu'il y a plusieurs trucs sur Magellan. Attends, c'était laquelle qui était vachement bien? Est-ce que c'est celle-ci? 5 étoiles 3, celle-là m'a l'air un essai biographique, Magellan. Attends, c'est laquelle? Ah, je sais plus c'est laquelle. Moi j'en avais lu une. Oh, je me rappelle plus de la couverture. Ça remonte. Stéphane édition, parce qu'il a fait plusieurs éditions. Il y avait une édition qui était vraiment bien. Ça me parle ça. Ça me parle plus à cette édition-là, quoi. Ah, je sais plus. Hello, salut Camillette, comment ça va? Magellan biographie de Stefan Zweig. Ah, je sais pas ça, la couverture. Depuis 138, non, c'est beaucoup plus récent, celle que j'ai vue comme édition. Il y a une édition qui est parue il y a pas très longtemps. Qui est assez récente et qui est très très sympa. Je sais pas, peut-être celle-là. Attends, si elle est pas très, si elle est récente. 2012. Ah, ça me. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, toutes les éditions qu'il a fait sont bien, mais il y en a une qui était vraiment vraiment bien, qui était assez récente, qui était vraiment très très bien. Enfin bref. Voilà, si on veut savoir plus sur l'histoire de Magellan, l'histoire de Magellan est assez phénoménale. Moi, je suis fatigué comme jamais. Alors là, c'est trop. Là, je fais beaucoup de trop en ce moment. Et en plus, j'ai des médocs qui m'endorment. C'est... En fait, dès que j'arrête de faire quelque chose, juste avant le live, je me dis, tiens, je vais faire un truc productif. Je me suis posé dans le canapé et je me suis endormi. Voilà. Je me suis endormi. Heureusement que j'ai mis un réveil. Hein. Vraiment, heureusement que j'ai mis un réveil. Je me suis dit, au cas où je dors trop longtemps, il faut que je mette un réveil. Et effectivement, j'ai mis un réveil et je me suis réveillé avec mon réveil. Sinon, je pense que le live, je me serais réveillé 2 heures après. Hein. Facilement. Hein. Et en plus, ce soir, je dois aller à une formation. Donc voilà. Donc un petit peu voilà les news. Hein. Aujourd'hui, on va parler cité engloutie, on va parler machiavélisme, on va parler guerre punique et vendredi on parlera Magellan. Et il se peut que j'ai envie de trouver un endroit dans mon truc pour qu'on crée ensemble une cité pirate et qu'on parle de l'histoire notamment de Nassau et des républiques corsaires, comment les pirates sont créés en société. J'ai vraiment envie de faire ce live là, mais il faut que je trouve un horaire dans mon emploi du temps pour en parler. En plus, j'ai trouvé le jeu idéal pour en faire. C'est un Anno, la version pirate, que j'ai commencé, qui est vraiment très très sympa, quoi. Ok, bon, les amis, première news du jour, sans transition aucune. On va parler du coup de la cité engloutie du Kirghizistan. Ouais, c'est jamais facile à prononcer. Hop, attention, on va zoomer un petit peu. Voilà, si vous voyez, petite image sympa. Le vaste lac d'Issik coule dans l'ancienne URSS, ont été repérées les traces d'une cité médiévale et avalée par un tremblement de terre au XVe siècle. Putain, franchement, c'est un beau paysage hein, pour aller faire du ski, je sais pas moi, pour se balader un peu. Le lac d'Issik coule d'ailleurs, c'est où? C'est sur Maps. Google Maps. Alors, mon lac. Lac d'Issik. Comment ils appelaient ça comment, lac? Ici cool. Ici. Cool Kirghizistan. Ok, on est là. Donc c'est dans le nord du Kirghizistan du coup. Kirghizistan. On est là. Grand lac. Je sais plus, attends, il y en avait un. Je sais plus en quel lac parce que. Ah, je sais plus, il y a un énorme lac ici on voit les photos. Depuis 1960, il a tellement rétréci, c'est aberrant. C'est une tristesse incroyable. Voilà, si vous cherchez un nouvel endroit pour aller en vacances ou faire de la plongée sous-marine, et ben faut aller ici. Alors je sais pas à quel point c'est accessible, hein, je connais pas du tout. Hein. J'ai jamais fait les pays, jamais fait ces pays-là.
Mais en tout cas, voilà, on est ici. Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan. Bon, tiens, pour la petite anecdote, hein, il s'appelle Stan parce que Stan ça veut dire État. Hein. Voilà. Alors, ok. Pas un tremblement de terre au XVe siècle. Donc, elle n'est pas visible depuis le rivage, mais une cité engloutie a été découverte hop, au Kyrgyzstan, un ancien pays du bloc soviétique coincé entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Tadjikistan et la Chine. Cette ville médiévale gît sous les eaux de l'Issyk-Kul, un lac situé au nord-est du pays, à 1600 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Hein. Il faut y aller. Hein. C'est au début du XVe siècle, après un terrible tremblement de terre, que la cité a été recouverte par les eaux. Habitée du Xe siècle au XVe siècle, elle fut un centre commercial important car situé à proximité d'une des branches nord de la route de la soie. Et oui, parce qu'on regarde la carte, hop, on a les routes de la soie vers la Chine. Eh oui, pas bête, hein. Parce que là, du coup, il y a les zones montagneuses. Alors, on voit les zones montagneuses tout autour. Et du coup, on pourrait faire le tour. Traverser les montagnes. Ça devrait faire si on faisait un petit lien avec Marco Polo, ce serait intéressant. Il faudrait voir la route de la soie de Marco Polo. Attends, si on prend route de la soie de Marco Polo. Route de la soie. Si je zappe juste route de la soie. Est-ce qu'on a un petit cheminement tiens, route de la soie là. Tac, Europe. Astrakhan. Kashnagar, Perse. Astrakhan, Ray. Ils ont pas mis les lacs là. Mais attends, si on met une carte. Nous, on est à peu près là. Nous, on est là. Kashgar. C'est ça, Kashgar? Kashgar, on a Kashgar en dessous. Hop. Kashgar en dessous. Kashgar qui est juste en dessous. Ouais, on n'est pas loin. Hein. Kashgar juste en dessous, donc on est sur la route au-dessus là. On est sur la route d'Astrakhan là. Urumqi. Urumqi, c'est où ça, Urumqi? Si on fait Urumqi. Urumqi. Chine. Et on la voit là, oui, la villa. Et effectivement, Urumqi. Et on a le lac qui est là. Et ouais, on avait la route. Bon, la route quelque part qui passait, ça a été sur le chemin de la route de la soie du Nord. Avec les routes qui passaient environ par ici, quoi. Entre les lacs. La zone des lacs et la zone des montagnes. Ok, et après ça redescendait du coup. Urumqi, ça redescendait Kanzu. Eh, c'est ça, il contournait. Il contournait toute la zone là. Hop, il redescendait après. Ok, bah voilà, on en apprend tous les jours. Donc voilà, petite cité médiévale qui était un carrefour au Kyrgyzstan, qui était un grand centre commercial du coup pour les routes de la soie. C'est stylé, hein. Et si on met... Alors, qu'est-ce qu'on dit dans l'article? Donc, l'une des branches nord de la route de la soie. Ce sont des chercheurs de l'Académie russe des sciences menant des expéditions et des plongées dans le nord-ouest du lac qui ont repéré les traces de la cité à une faible profondeur entre 1 et 4 mètres. Des bâtiments en briques contenant parfois des meules à grains, des structures en pierre, des poutres en bois, des vases, des récipients en céramique, on les voit ici là, ont également repéré les vestiges d'un grand établissement public, peut-être une mosquée ou une école coranique, et découvert une nécropole musulmane du XIIIe siècle, avec des sépultures encore occupées par des squelettes, la tête dirigée vers la Mecque. Ok. Les archéologues pensent que la population avait fui la ville avant le tremblement de terre. La montée des eaux qui a suivi la catastrophe a englouti les vestiges urbains. Ça me parle. S'ils ont fui avant, c'est quand même mieux. Dans le lac chaud, entouré de hauts sommets, l'Issyk-Kul est l'un des lacs les plus profonds au monde, jusqu'à 668 mètres. L'un des plus grands de la montagne, atteignant 182 km de long, sur 60 km de large. Ça en fait, hein. Ça, c'est un beau lac, hein. On va faire un peu de voile, c'est sympa, hein. Et l'un des plus vieux, formé il y a 25 millions d'années. Comme il est légèrement salé, il ne gèle pas, et les Kirghizes le surnomment le lac chaud. Depuis la chute de l'URSS, le tourisme s'est beaucoup développé sur ses rives, et l'annonce de la découverte de la cité ne va pas manquer de susciter des curiosités. Ah bah c'est sûr, hein. Alors si on tape cité médiévale, Issyk. Cool. Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres trucs dessus? Ouais, France Info. Nouvelle Atlantis. La Nouvelle Atlantis. Ah, ça me tue ça.
Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a de novembre l'article. Ah, non, je veux pas, moi, je veux pas de notification, moi. Nord des monts de Tian Shan au Kyrgyzstan, une équipe de chercheurs à l'académie pour les réseaux découvre les vestiges tentaculaires d'une civilisation disparue. Des bâtiments avec certains, civilisations disparues. Attends, ils ont des trucs supplémentaires en Amazonie. C'est quoi le rapport? Aucun rapport, quoi. Étudier une nécropole musulmane, ok, ça on l'a vu. Par un tremblement de terre. Là, j'aurais pu servir de halte aux voyageurs, ouais, ok. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas beaucoup d'informations, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est sorti dessus? Les légendes et les mythes de l'Ici-Cool. Le lac chaud. Nouvelle Atlantis, Titan englouti, Paris Match, France Info. Des fois France Info dans un truc intéressant. Surprise par les spécialistes, des sites immergés dans le lac sont signalés depuis le 19e siècle. Les scientifiques qui sont déjà intéressés par le passé et l'exploration archéologique sont concentrés sur le complexe submergé de Tourou Agir, situé dans la partie nord-ouest du lac. L'archéologie de Moscou. Principalement par un important centre de sites d'habitation ayant existé au moins du 10e ou 13e siècle et qui a sombré au 15e siècle. C'est un important centre commercial, ok. Bon, il nous dit que un terrible tremblement de terre, ouais, comme le Vésuve. Il n'y a pas beaucoup d'informations dessus, je suis un peu triste. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui nous donnent des informations dessus. Ici, cool, découle la circulation, ouais. L'éco-techno, Atlantide. Non, je pense qu'ils sont balbutiements, ils viennent de découvrir le truc. Hein. Moi, j'avais cherché, j'avais pas trouvé d'autres informations, mais je me dis peut-être qu'il y a des articles entre-temps qui étaient sortis. Mais apparemment pas. Voilà. Donc, petite découverte archéologique. On a une nouvelle cité, du coup. Découverte, voilà, ici, qui fait plaisir. Où on sait, du coup, qu'il y avait un important trafic. Trafic, quand on parle de trafic, en tout cas, un important nombre de voyageurs qui passaient, qui pouvaient faire halte dans cette cité, du coup, le long de la route de la soie. Hein. Les petites routes de la soie qu'on a vues là. Ah. Itinéraire, du coup, terrestre des routes de la soie. Pour aller jusqu'en Chine. Donc il devait y avoir énormément d'échanges et du coup, au niveau de l'architecture, ça devait se ressentir aussi. Ça va être intéressant de voir s'ils retrouvent d'autres objets. Ça va être intéressant. Je sais pas à quel point c'est bien conservé. Il y a des céramiques qu'ils ont trouvées. Mais je pense que dans les prochaines mois, années, on aura d'autres informations là-dessus. Pour l'instant, on sait déjà qu'il y a une route et c'est déjà intéressant. Ok, alors petite découverte. Maintenant, passons à mon autre sujet. Tac, on va aller chercher l'autre sujet. L'autre sujet, où est-ce qu'il était? Alors, le machiavélisme, parce que ça c'est super cool, le machiavélisme. Il y a tellement de choses à dire dessus. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors, on est où? Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas ça. Ah, le bon notre ami Machiavel. Ça, si on faut faire les livres d'époque qui en parlent. Ah, ça c'est sûr. Mais après, je suis pas expert de cette période-là, de cette région géographique-là. Il faut voir, est-ce qu'il y a des récits qui en parlent. Il va sûrement avoir de la documentation, mais il faut aller dans des trucs spécialisés, quoi. Et là, j'ai pas trop l'information. Peut-être Wikipédia, tiens. Wikipédia. Si tu fais sur... Ah, ça, c'était la dernière fois, ça. Tu es sur Wikipédia. Si on met ici cool. Par exemple. Ici cool. 8e lac le plus profond. C'est 11e lac. Branche nord des routes de la soie qui passent dans l'intérieur du lac. Mène des séries diverses empires succès. Sa région est identifiée comme lieu d'origine de la peste noire. Voilà. Autre info qui se répandit ensuite en Europe et en Asie au cours du XIVe siècle. La région est colonisée par les Russes au XIXe siècle, qui font les premières expéditions scientifiques vis-à-vis du lac, notamment avec l'officier Przewalski. Les Kirghizes de la région se révoltent en 1916, mais les bolcheviks reprennent le territoire en 1920. Depuis la chute de l'URSS, le tourisme s'est développé comme industrie importante de la région. En même temps, le cadre est quand même idyllique. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Alors, histoire humaine, activité humaine, agriculture, utilisation du lac comme zone de test, protection, zone... Il n'y a pas beaucoup d'informations. Hein. Moyen-Âge.
Peuplement très ancien, ici cool a recueilli des monastères chrétiens, des villages fortifiés de Basse-Cour. Des branches de la route de la soie vont naître et le savant géographe Mahmoud Al-Kashgari, dont les ouvrages géographiques seront célèbres dans le monde musulman, pense que Lac est le point d'origine de la terrible peste noire qui a sévi en Europe et en Asie au début du XIVe siècle. Et dans la revue Nature, la peste noire qui a sévi pendant le Moyen-Âge de 1346 à 1353 trouverait son origine dans le secteur du lac Issyk-Kul. Il semblerait que ce sont les marmottes qui, porteuses de la bactérie Yersinia pestis, l'auraient ensuite diffusée vers l'ouest par l'intermédiaire des hommes et aussi des poux, des puces, des rats. Kyrgyzstan se trouvait sur la route de la soie, l'une des principales voies commerciales de circulation de cette époque. En même temps, c'est pas illogique, hein. Parce que du coup, on avait énormément de voyageurs qui venaient et qui allaient et qui étaient en contact avec énormément de personnes. Et bah du coup, ça se propageait rapidement vu que c'est une voie de commerce assez importante. Donc c'est pas illogique, hein, c'est clairement plausible, hein, comme on dit. Hein. C'est même très fortement plausible. Le voyageur a en effet permis à la peste de se propager à travers les deux continents par l'intermédiaire de commerçants contaminés sans le savoir par les piqûres de puces. Et oui, un monastère du XIVe siècle fut découvert sur le littoral nord-est du lac, d'anciennes cartes utilisées par les Vénitiens au Moyen-Âge. Dans les cimetières nestoriens, mis au jour dans les épitaphes, mentionne que les personnes inhumées ont succombé à une terrible épidémie de peste de 1338 à 1339. Donc juste avant la peste qui est arrivée du coup au Moyen-Âge. Alors mis fin à la domination nestorienne au profit des Mongols musulmans. Dans la seconde moitié du Moyen-Âge, la cuvette est un lieu de pastoralisme semi-nomade des tribus kirghizes à l'époque contemporaine. Il s'agit des Bougous, des Sari, Bagish et des Sayaks. Ok. Par des populations diverses d'origine ethnique, kirghizes, Dougan, russes, kazakhs, ouïghours. Il n'y a pas énormément d'informations. Hein. Je sais pas s'il y a documentation bibliographie. Alice centrale, encyclopédie. Baitov 2016, peste noire, genre. Il n'y a pas grand chose sur, j'ai l'impression du coup, sur l'aspect économique de la région, quoi. Baitov 2007. Pourquoi ça marche pas? Ah, ils sont là. Électricité, matériel environnemental. Rassouf Baitov, Experience on Lesson Learned, brief. Bon, bah, il n'y a pas d'ouvrage sur l'aspect économique. Ouais, l'article il est pas très très complet quoi. Je sais pas, il faudrait trouver s'il y a des recherches dessus, mais je suis pas convaincu quoi. Mais quel lien entre la peste et le fait qu'elle soit engloutie? Ah bah là il y a aucun lien. Le lien avec la peste c'est que du coup c'est un des vecteurs de maladie parce que c'est un énorme endroit de passage et il y a des marchands qui partaient de Chine pour revenir du coup en Occident et qui étaient contaminés et que du coup on peut diffuser facilement en fait la maladie. Et que du coup l'autre c'est un peu comme le Vésuve, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre qui a enseveli la cité, du coup qui a fait perdre son importance, vu qu'elle a disparu. Voilà, c'est deux événements qui n'ont aucun lien, mais qui sont importants dans l'histoire en fait de la civilisation et de la ville quoi. D'ailleurs ils n'ont pas mentionné le nom de la ville, si je dis pas de bêtises. Cité médiévale. Cité médiévale là. Si on prend là, France Info, c'est pas la ville, hein. C'est englouti dans les eaux de Kir Nord-Ouest, une planète. Ça immergé, route de la soie. Ils savent même pas comment elle s'appelle la ville, donc les informations sont quand même très faméliques. Voilà. Interruption. Le complexe immergé de Tourou Aguirre. Ah, Tourou Aguirre. Alors, est-ce qu'il y a des informations sur Tourou Aguirre? Hop, tiens. Ah, on est curieux, hein, Tourou Aguirre. Ok, l'article n'existe pas. Déjà, on voit que l'information est assez famélique. Hein. Tourou Aguirre. Wikipédia anglophone. Ouais, il y a un Wikipédia. Fort of Physique, Cool District. Pas grand chose d'information quoi. Submerged City. With no on some pattern stropper on the steel road. Submerged doing earthwork in the 15e century, ouais, archéologique. There's a remnant of city, medieval city. Ok.
qu'on voit des éléments qu'ils ont trouvés, bah, c'est un peu la céramique qu'on a trouvé tout à l'heure. Ah oui, ils viennent de faire les expéditions, ils viennent de commencer l'expédition en 2025. Fin 2025. Ah ouais, bah c'est pour ça qu'on a très peu d'informations, parce que il doit y avoir des recherches sont vraiment au tout début, quoi. Food Tower Gear Complex in northwestern part of the lake. The archaeologists found in medieval necropolis. Large ceramic vessel and part of building made of baked bricks may have been mosque or Bet's house. Which is the 80th lake in the world. Ok. So can Roman medieval city phones, ouais. Project first section archéologique. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu. Mosquée, ça on l'a vu tout à l'heure. Wooden beams, radiocarbon dating. Ok. La nécropolis, ouais. La nécropole du coup des musulmanes. The Golden Horde islamique. We spread in the region. Cette expédition de nécropolis was its cousins bottoms like. En fait, on a les mêmes informations, quoi. On n'a pas plus d'informations, quoi. Ouais, était le long de la route de la soie. Important, donc, c'était un stop important du coup pour les commerçants qui allaient en Chine. Donc c'était un point majeur du coup du commerce. Donc ils sont en train de commencer à analyser les documents. Ok, de faire des expéditions du coup sous-marines, quoi. Ouais, juste religion, il y a beaucoup de personnes différentes. Ok, non, il n'y a pas grand chose, ils sont vraiment en train de débuter les recherches dessus, quoi. Ok. Ok, on en saura plus dans les prochains mois quand ils commenceront à publier, en fait, ils auront fait le temps de faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont trouvé. En tout cas, c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. Parce qu'on peut pas avoir d'informations sur les gens qui allaient faire la route de la soie. Donc il y a peut-être des trucs conservés. C'est dommage qu'il n'y a pas d'image, ils n'ont pas réussi à faire des images de ce qui est conservé, quoi. Parce que là, bon, on voit pas grand chose. Ça aurait été cool qu'ils nous fassent un plan. Ils ont découvert une nécropole, mais ça aurait été cool de nous la montrer, quoi. Y compris les plans des bâtiments, ils ont dit qu'ils ont trouvé des bâtiments en briques, mais on voit pas grand chose, quoi. Malheureusement. C'est un peu dommage. Ça aurait pu être mieux. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. Ils sont au début. Donc, deuxième sujet. En sans aucune transition. C'est le machiavélisme. Et ça, moi je trouve ça hyper intéressant. Parce que souvent, quand on parle du machiavélisme, d'ailleurs, le personnage de Nicolas Machiavel a donné le terme de machiavélique, qui a sa connotation négative. Mais c'est quand même extrêmement réducteur de la pensée de Machiavel, parce qu'on réduit souvent Machiavel au prince, alors qu'il écrit d'autres choses, notamment des cas de titre livre, et qui donne un point de vue, je ne vais pas dire opposé, mais un point de vue, c'est-à-dire qui contrebalance beaucoup le prince. Et ce qui amène les chercheurs à se demander, est-ce que le prince c'était vraiment sa pensée, ou alors c'était plutôt imposé pour complaire à son époque. Et les avis sont plutôt partagés à ce propos, notamment quand on lit les cas de titre livre, mais bon, si vous n'avez pas lu des cas de titre livre, c'est compliqué, mais on a cet élément qui arrive. Il y a une petite citation de Machiavel, il faut que je la retrouve, que je voulais dire, qui contrebalance ça. C'est laquelle? Alors, Machiavel. Alors ça, c'était intéressant. Ah, oui, parce que, par exemple, j'en prends une dans Le Prince, qui montre le côté un peu machiavélique, c'est gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire, et même d'y penser. Voilà. Et ça résume un peu la pensée machiavélique dans Le Prince. Et il y en a une autre. Ouais, pareil, il y en a une autre. Il y en a une que j'avais là-dedans qui signe tout ça. Il y a de bonnes lois là où il y a de bonnes armes. Voilà, Donc, clairement, on va mettre. Ces sujets du coup sous tutelle. Alors, il y en a plein des comme ça. J'en ai plein, je vais pas toutes les faire. Mais il y en a une qui était un petit peu différente.
celle-là aussi qui contrebalance un petit peu la pensée, c'est plus le sable s'est échappé du sablier de notre vie, plus nous devrions voir clair à travers. Voilà. Et ça, c'est un petit peu la contrebalance en montrant que l'expérience est très importante. Et la dernière, pour montrer un petit peu l'avancée de Machiavel, après on va parler de l'article, c'est il existe 3 sortes de cerveaux. Les uns comprennent les choses d'eux-mêmes, les seconds, quant à elles, leur sont expliquées, les troisièmes ne comprennent ni d'une façon ni de l'autre, les premiers sont les meilleurs, les seconds encore excellents, les troisièmes inutiles. Voilà. Ça, c'est vraiment la pensée dans Le Prince, où vraiment les citoyens qui n'ont zéro connaissance ne servent pas à grand chose, ils servent juste à être dirigés par leur maître. Voilà, hein, c'est un petit peu notre ami Machiavel dans toute sa splendeur. Alors, si j'arrive à contrebalancer, je trouve celle sur les décades de Tite-Live. Est-ce que je la retrouve rapidement? C'était vous. Ah oui. On avait dans le système machiavélien, il s'inspire énormément du système aristotélien, avec notamment le système de monarchie, avec Rome, avec notamment pour lui, on avait des consuls qui rassemblaient un petit peu la royauté, on avait le Sénat qui était pour la noblesse, et les tribuns, notamment les tribuns de la plèbe. Et du coup, il marquait bien une opposition entre le conflit et les vertus, et notamment l'aristocratie qui était un moyen de conserver l'empire, et la démocratie qui était un moyen de créer un empire. Voilà. Et pour lui, le but d'un gouvernement, c'était le but de léguer en fait à plusieurs le pouvoir, et notamment d'éviter la corruption. Voilà. Et que l'ambition devait être crainte au sein de ce gouvernement. Voilà. Et c'est pour ça du coup qu'il avait ce système un petit peu de répression qui lui est quand même attribué, notamment avec des maîtres qui vont diriger leur population, et que du coup il est plus aisé il est plus il est plus nécessaire pour un chef d'État d'être craint que d'être aimé. Voilà, c'est pour éviter justement que les gens se révoltent contre leur suzerain. J'avais noté d'autres choses là-dessus. Non, voilà. Et que pour lui, voilà, il voit dans sa théorie, c'était que le gouvernement de Rome, c'était un peu la perfection. Voilà, on avait une sagesse des gouvernements à l'époque de la République, notamment vis-à-vis des gouvernements et des lois qui étaient pour lui les meilleures pour gérer un État. Et qu'après, on a plusieurs systèmes, hein. Plus un territoire était grand, plus il va changer. Dans un territoire plus restreint, on avait une démocratie. Dans un territoire de taille moyenne, on avait une république. Et dans un territoire qui était vaste, il fallait un empire. Alors, petit article. Machiavélisme pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, beaucoup de choses à dire sur le machiavélisme. Machiavel, penseur florentin de la Renaissance, la politique devait être dissociée de la morale. L'important était ce qu'on désire obtenir et non les moyens mis en œuvre. Voilà. Hein, tout l'aspect, hein, tous les moyens sont bons. La lecture du Prince, traité de politique rédigé au début du XVIe siècle par Nicolas Machiavel. Alors, si vous ne l'avez pas lu, vous invite à lire, c'est vraiment hyper intéressant. On est surpris de l'écart qui sépare le Florentin de 2 autres illustres écrivains de sa génération, le poète l'Aristote et l'historien François de Guichardin. Car loin de se soucier des questions stylistiques, Machiavel écrit dans un style direct, en développant sa pensée de manière claire et efficace. Effectivement, il n'y a pas de fioritures dans la pensée de Machiavel. Alors, il va directement au but et dit un petit peu ce qu'il pense. L'essayiste britannique John Addington Symonds s'est exprimé sur ce sujet dans son ouvrage Renaissance in Italy, 1875-1886. Il voulait démontrer que Machiavel avait consacré sa vie à ériger l'action de l'homme politique en norme de la modernité, et qu'il avait fait non seulement avec Le Prince, les discours de la première décade de Tite-Live que je parle, qui est vraiment aussi assez intéressant et qui remet en question, en tout cas qui donne un petit peu de liant au Prince, ou l'art de la guerre. L'art de la guerre aussi très très bon. On parle beaucoup de l'art de la guerre de Sun Tzu, mais Machiavel aussi a aussi écrit un art de la guerre, qui est intéressant. Même si dans des comédies comme Clydia ou La Mandragore, et dans sa très plaisante nouvelle Au démon qui prit femme, Symonds s'entendait lever le voile sur la personnalité du penseur politique qui, selon lui, possédait 2 visages. Effectivement, quand on lit Le Prince ou qu'on lit des Tite-Live ou même l'art de la guerre,
on se rend compte que sa pensée elle n'est pas unilatérale et qu'il y a plusieurs éléments qui vont, je ne vais pas dire se contredire, mais qui vont peut-être se sous-peser l'un l'autre pour mettre un petit peu d'eau dans son vin, quoi. Le premier étant celui du serviteur dévoué de l'État, profond connaisseur de la nature humaine et fondateur de la philosophie politique moderne. L'autre était celui du bon vivant, qui n'hésitait pas à ébruiter les rumeurs agitant la vie tumultueuse de Florence. Et c'est avec cette double personnalité que Machiavel façonne en profondeur la conception de l'État comme une œuvre d'art, selon la définition forgée par l'historien suisse Jacob Burckhardt, dans son livre La civilisation de la Renaissance en Italie, 1860. Entre la République romaine et la nation moderne, une nouvelle notion est venue s'intercaler, celle de l'État, conçue sur le modèle des cités italiennes, où la tour symbolisant la hiérarchie et la place, les réseaux marchands, le vieux conflit entre les papes de Rome qui soutenaient que Dieu leur déléguait directement le pouvoir sur terre et les empereurs du Saint-Empire romain germanique, pour qui le pouvoir était octroyé par la grâce divine aux membres de leur famille et se trouvait ainsi dépassé. Effectivement, à un moment donné, c'était un peu plus compliqué. Surtout avec la corruption qu'il y a eu dans l'Église, ça n'a pas beaucoup aidé. Pour Machiavel, ces idées avaient précipité l'Italie dans l'enfamie politique. Les vengeances familiales et la violence sociale, un monde décrit brillamment par Shakespeare dans Roméo et Juliette. Il fallait donc dénicher celui qui éliminerait ces maux et avancer un motif de ce poids pour leur faire face. Cette figure providentielle serait le prince, le fameux prince du coup qui va dicter sa loi sur la population. Et sa motivation serait la raison d'État. Encore une fois, Machiavel est extrêmement factuel, donc pour lui, on va dire les questions un petit peu de moralité font un peu fi, et le but c'est de préserver l'État à tout prix et aller à l'efficacité, même l'efficience du gouvernement. Mais comment procéder ? Machiavel le dit clairement, quand le salut de la patrie est en jeu, il ne faut pas avoir trop de scrupules dans le choix des moyens. Même s'il ne l'a jamais écrite ainsi, la célèbre phrase « la fin justifie les moyens » exprime ce qu'est le véritable machiavélisme. Ce qui est un peu vrai. La politique est avant tout une question d'habilité. Où doit primer l'objectif et non le moyen d'atteindre celui-ci ? Encore une fois, Machiavel prône la réussite étatique avant la façon d'arriver à cette réussite. Vraiment, toute son œuvre, vraiment, il n'y a pas. Les moyens sont juste un moyen, clairement, d'arriver à une fin. L'important, c'est vraiment la fin. Cette théorie ouvre grand l'accès au monde moderne. L'histoire est un enchaînement logique d'événements et il n'existe pas d'autre connexion évidente que la volonté humaine entre les différents maillons. En politique, la morale est indépendante du résultat. L'unique danger réside dans la médiocrité de dirigeants qui se détournent souvent d'un objectif juste par cupidité, ignorance ou stupidité. Et salut Playful, comment ça va ? Donc en gros, ce qu'il dit Machiavel, c'est que dans sa théorie, souvent si l'État faillit, c'est pas parce qu'il n'a pas mis les moyens, c'est pas parce que du coup il y a eu des problèmes au sein de l'État, mais surtout parce que les gens sont incompétents. On a des boulets, voilà, des boulets, ou alors des gens trop cupides qui se sont attirés, qui ont par exemple détourné. Aujourd'hui, on pourrait parler comme les emplois fictifs, détournement de fonds, abus de biens sociaux, enfin les trucs qu'on voit souvent dans les États, des dirigeants qui pensent d'abord à eux au lieu de penser à l'État, au lieu de penser du coup fonctionnement étatique, à la réussite au bien commun. Et c'est ça le plus gros problème qu'il affiche dans les sociétés de son époque, qui est aussi très actuelle, c'est que les gens qui sont au pouvoir profitent en fait de leur position pouvoir pour acquérir eux-mêmes plus de pouvoir ou s'enrichir. Voilà. Et c'est là où le bas blesse. Alors on survit. Et ben pareil, on essaye de survivre, c'est très compliqué. Tu vois, là j'essaye tant bien que mal de trouver des financements pour faire ma thèse, et pour l'instant je suis un peu au point mort. Et en attendant, je prépare du coup ma petite VAE pour récupérer mon M2 là. C'est assez fatigant, on va pas se le cacher. Je sais plus où donner de la tête et je sais même plus où aller là. Il faut que je me refasse un listing là. Je me refasse un doc vraiment. J'avais commencé à faire un doc pour avancer dans la recherche. Au final, j'avais abandonné. Mais je crois que ce week-end, je vais remettre dans le doc pour avoir un suivi. Parce que malheureusement, entre le nombre de messages que j'envoie et les réponses, ça suit pas beaucoup. Mais bon, à un moment donné, je me dis que ça va être bien. Et même les gens me disent oui. Et après, quand tu essaies de les recontacter pour fixer des rendez-vous, bah, c'est pas de réponse. Donc c'est un peu triste. Je crois que j'en avais relancé en plus cette semaine là, mais j'ai toujours pas de réponse. Donc il faut que je relance encore les gens. Donc, l'unique danger réside dans la médiocrité des dirigeants qui se détournent souvent d'un objectif juste par cupidité, ignorance ou stupidité. Une pensée qui nous donne aujourd'hui matière à réflexion.
Ah, le beau portrait. Oh, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Le portrait de Nicolas Machiavel réalisé au 19e siècle qui orne la façade de la galerie des officines à Florence. Ah oui, si vous n'avez pas allé à Florence, bah, j'y suis allé. Hein, vous avez notamment l'histoire un petit peu de Machiavel, notamment de Cosme Ier de Médicis, etc. De la famille Médicis, qui est assez important. Putain, c'est vrai que l'article est vraiment très très court. C'est vrai que j'ai pris 2 articles courts parce que le sujet du jour était vraiment assez long et on fera forcément plusieurs fois. Et voilà. Est-ce que j'ai un autre truc que j'ai noté sur Machiavel pour conclure ça? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Machiavel? C'est tellement de choses à dire sur Machiavel. Avec Machiavel. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire sur notre ami Machiavel? Ah, ça, une qui va peut-être vous parler. C'est son Machiavel. Rien ne procure autant d'estime à un prince qu'accomplir de grandes entreprises et de soi des exemples rares et mémorables. Pour se mousser un peu et pour montrer qu'il fait des trucs. Ah oui. Voilà. Pour montrer que pourquoi Machiavel est à la fois est assez intemporel et sa pensée qui date du XVIe siècle est encore valable. Il a écrit: il est louable à un prince de respecter ses promesses et de vivre avec intégrité, non dans les fourberies. Cependant, l'histoire enseigne que seuls ont accompli de grandes choses les princes qui ont fait peu de cas de leurs paroles et su adroitement endormir la cervelle des gens. C'est pas de moi, c'est de Machiavel. Et on montre que c'est totalement d'actualité parce que certains gouvernements font. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est intéressant, un autre? Alors, ils sont tous, enfin, toutes les pensées de Machiavel sont intéressantes. Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant pour comprendre le système étatique. Ah oui. Alors, il y en a une autre. Attends, pas celle-là. Je vais prendre celle-là. Ah oui. Les hommes aiment changer de maître, espérant à chaque fois trouver mieux. Ils font souvent un mauvais calcul, s'apercevant qu'ils ont changé un cheval borgne contre un cheval aveugle. Voilà. Bon. Voilà. Ça montre un petit peu la pensée machiavélienne qui montre que si on résume un petit peu, c'est que le dirigeant selon Machiavel, son but c'est d'arriver à ses fins, mais en passant par la vertu, en faisant fi en fait de la morale pour atteindre le bien commun et en évitant notamment la corruption. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Endormir le peuple, mentir au peuple, faire un petit peu tout ce qui est en son pouvoir pour faire que l'État prospère. Voilà. Sinon, tout va bien, ça se passe bien. Les systèmes politiques vont très très bien aujourd'hui. Oh, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est la pensée machiavélienne en tout cas. Moi, je vous invite à lire L'Art de la guerre, Le Prince et des cas de Tituve, et vous aurez une vision complète de la pensée machiavélienne qui est assez réducteur de l'image qu'on a de façon populaire de son œuvre, qui est beaucoup plus importante. Alors, passons à nos amis puniques, nos amis carthaginois. Alors, ils sont nos amis carthaginois. Carthage. Ah oui. Faut que je le mette faut que je change l'image parce que sinon ça va pas le faire. Hop, voilà. On va mettre comme ça. Tac. Et là on voit un affrontement en Espagne, gravure de 1071 figurant la bataille d'Eliqué qui oppose en 228 l'armée du général punique Hamilcar Barca avec ses éléphants aux troupes du chef celte. On va plus. Celtibert Horisson. Les Carthaginois lancés dans une expédition de conquête en Ibérie sont vaincus à cette occasion. Ils sont vaincus parce qu'ils ont mal utilisé les éléphants. Mais après, ça va un peu surprendre les Romains. On va dire, si on fait un petit spoiler, le gros problématique des éléphants, c'est son père, c'est Hamilcar. Ouais, t'avais Hamilcar Barca qui était son père, et après il y a eu Hannibal. Hannibal est beaucoup plus connu parce que c'est lui qui allait affronter les Romains et qui a franchi les Alpes, et on se demande toujours comment, et qui a failli faire tomber Rome. Donc il est beaucoup plus connu que son père Hamilcar, mais Hamilcar était aussi un énorme, grand général carthaginois.
Et ce qui a fait, c'est qu'au final, sur l'ensemble des éléphants qui sont partis dans la campagne de Rome, et bien seulement il y en a un seul qui a réussi à survivre à la traversée des Alpes. Donc forcément, un seul éléphant, c'est plus très utile, quoi. Voilà. Donc Rome contre Carthage, le choc de deux empires. Telle une hydre dont la tête repousserait après chaque décapitation, Carthage est resté durant plus d'un siècle l'indissociable ennemi de Rome, dès lors que la cité italienne affirmait ses ambitions territoriales au IIIe siècle. Les trois guerres puniques s'en suivront, mais sans se ressembler. L'engrenage belliqueux une fois mis en place, comment les deux cités ont-elles mobilisé leurs forces vives pour tenter d'écraser les prétentions de leur rival. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'époque, là je crois qu'il y a la carte juste après qui montre ça. Ouais, la carte est hyper parlante. Tac, si on zoome un petit peu sur la carte, on a la carte notamment avec les deux empires. Donc en jaune, on a les territoires romains, en vert, on a les territoires carthaginois, et ce qui fait que Carthage, à ce moment-là, du coup, au début du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, Carthage est le plus grand empire maritime de la Méditerranée. Et ils ont une mainmise sur l'aspect maritime, alors que Rome, eux, ils sont... leur force principale, ce sont du coup les forces terrestres. Et Rome va investir énormément dans la force maritime pour rattraper son retard, pour pouvoir supplanter notamment Carthage. Donc on voit les campagnes carthaginoises, donc première guerre punique, notamment les campagnes romaines qui vont du coup aller récupérer notamment la Sicile. Les gains territoriaux des Romains, on voit, ils avaient la moitié de la Sicile, ils ont récupéré la Sicile, récupéré la Corse et la Sardaigne. Les petites conquêtes carthaginoises qui vont conquérir notamment du coup l'aspect en fait la péninsule ibérique. Donc on a les fameuses batailles du coup dans Tessin. Est-ce qu'ils la mettent attends, c'est où exactement? Donc Zama par exemple, c'est la dernière grande bataille, enfin dernière grande victoire du coup des c'est la grande victoire en fait romaine sur Carthage qui a permis de mettre fin à l'empire carthaginois. Et là, voilà, on a ici la fameuse bataille de Cannes qui est encore aujourd'hui utilisée dans les manuels d'histoire militaire et étudiés dans les écoles militaires pour montrer la supériorité notamment de Carthage à ce moment-là. Et là, ce qui est fou, c'est qu'Hannibal, quand il est passé, il est allé en Rome, mais il n'a jamais réussi à mettre le siège sur Rome parce qu'au final, il aurait pu, hein, mais il n'avait pas les troupes et les matériaux de siège pour pouvoir assiéger Rome. Et c'est ça qui a sauvé Rome et qui a permis à Rome de pouvoir repousser les troupes carthaginoises. Bon. En tout cas, la carte est vraiment hyper intéressante. On voit vraiment l'avancée des différentes forces. On voit que les Carthaginois sont partis de Carthagène, alors que Carthage, il y a deux villes qui sont importantes, c'est Carthage, qui est vraiment la cité capitale de l'Empire carthaginois, et la deuxième ville, c'est Carthagène, où ils sont partis justement pour aller essayer d'envahir Rome et d'assiéger, mais ils sont jamais allés à Rome. Et qu'après, du coup, malheureusement, Hannibal, il a été rappelé du coup pour défendre en fait Carthage qui était attaqué par les Romains, parce que pendant ce temps-là, pendant que on va pas dire qu'il se baladait, mais pendant que du coup il était dans la campagne romaine, notre ami Hannibal, et les Romains en ont profité du coup pour aller récupérer les villes et attaquer notamment les Carthaginois sur leur territoire, quoi. Alors, petite frise chronologique pour expliquer, pour zoomer tout ça. Alors, 1101 avant Jésus-Christ, fondation d'Utique d'après la tradition. Encore une fois, les fondations des villes sont assez mythologiques et on n'a pas vraiment de preuves historiques qui valident ces fondations, mais elles sont admises. Donc on garde pour ça, mais tant qu'on n'a pas de contradiction historique, on n'a pas de validation historique à 100% de ces traditions, notamment quand on regarde la chronologie romaine, les règnes des rois romains, on peut douter parce qu'ils ont régné extrêmement longtemps, ce qui est un peu bizarre quand on y pense. Mais bon. 814, fondation de Carthage d'après la tradition, c'est pour ça qu'on met d'après la tradition parce qu'il n'y a pas de validation historique.
Et 153, fondation de Rome d'après la tradition. Donc on voit que ça s'est fondé à un siècle près, à peu près au même moment. 164-241, première guerre punique. 260, bataille de Mylae. 256, bataille d'Ecnum. 249, bataille de Drépane. 241, bataille des îles d'Égat. 218-201, deuxième guerre punique. Bataille de Tressin et de Trébie. Embuscade du lac Tracy en 217. 216, la bataille de Cannes, délice de Capoue. 211, prise de Syracuse. 203, bataille des Grandes Plaines. 202, bataille de Zama. 148, 146, troisième guerre punique. Et le fameux destruction de Carthage avec le fameux Carthage et Lanta S. On doit détruire Carthage. Alors, si on met petite explication. Aux yeux de beaucoup de commentateurs, les relations entre Rome et Carthage ont été marquées par les 3 guerres puniques, ce qui sont allées sur un peu plus d'un siècle, de 264 à 246. En réalité, ces relations commencèrent par une période de bonnes ententes attestées par des traités, puis l'hostilité naquit débouchant sur des guerres, situation qui s'explique par des modifications du contexte géostratégique. Par ailleurs, les deux ennemis présentent des traits différents du point de vue de l'économie et de la civilisation. Effectivement, c'est quand même 2 civilisations très différentes. Vers la fin du XIIe siècle, après des habitants de Phénicie, région qui correspondait à une partie des côtes actuelles du Liban et de la Syrie, ont émigré le long des rivages du sud de la Méditerranée, ces personnes y ont installé des échelles, mais employées pour désigner des escales, assez proches les unes des autres pour permettre aux navigateurs de se relâcher fréquemment. Suivez depuis le fin fond du golfe de Sirte, en Libye, jusqu'aux côtes du Maroc, peut-être même jusqu'à Mogador, en Essaouira. Beaucoup de ces échelles sont restées anonymes, quelques-unes ont été connues, et certaines ont même atteint la célébrité. C'est le cas en premier rang de Carthage, mais aussi d'Utique, de Lipismania, de Sousse, d'Hippone, etc. À un moment donné, le nom de Phénicien fut changé en celui de Punique. Encore une fois, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs noms pour désigner en fait les populations carthaginoises. On a d'abord le nom de Phénicien, parce que c'est de là où ils sont originaires, donc c'est des Phéniciens à la base qui sont partis sur les côtes du nord de l'Afrique. Après, du coup, on a appelé ça du coup des Carthaginois parce qu'ils ont fondé la ville de Carthage, et après on a appelé ça des Puniques, notamment pour les habitants qui étaient, on va dire, des expatriés, parce qu'ils avaient un tissu qui était de couleur rouge, qu'on appelait du coup le Punicie. Donc, ils ont choisi expatriation. Outre ces ports, les Puniques ont conquis des territoires des arrière-pays sur les côtes d'Afrique du Nord. Donc, en fonction du contexte, effectivement, ces personnes il y en avait qui pouvaient être des Berbères, mais pas tous. Encore une fois, il y avait des... encore une fois, c'est des endroits où il y a énormément de métissage culturel à cause ou grâce en tout cas des échanges commerciaux. Et à la base, ce sont les populations qui ont pris le contrôle de ces territoires étaient des Phéniciens. Donc des populations issues de Phénicie, les actuelles Syrie et autres pays du coup de la côte ouest du coup de la Méditerranée. Une partie de la Sardaigne, les îles Baléares et le sud de la péninsule ibérique, connu alors sous le nom de Tartessos, mentionné dans la Bible, est considéré comme une sorte d'Eldorado. Des marchands utilisèrent des bases pour aller au-delà. C'est ainsi qu'ils se sont fait connaître jusqu'en Italie. Au début du XIe siècle, l'auteur de comédie Plaute avait écrit un Poenulus, le petit carthaginois, titre qui comporte un diminutif souvent oublié et pourtant signe de dédain. Le personnage est un marchand de tout et de rien, également appelé du mot phénicien Gouga, est dépeint avec une condescendance, amusé et sans haine, mais non d'exemple de mépris. Déjà, il y avait un problème. Métissage, encore une fois, il y avait des populations qui étaient déjà sur place, il y a des populations phéniciennes qui sont arrivées, il y avait aussi d'autres populations, des commerçants qui s'arrêtaient, qui s'installaient sur ces plaines. Hein. Encore une fois, c'est comme les routes de la soie, il y avait énormément de commerce qui se faisait entre la péninsule ibérique, la péninsule du coup nord-africaine, la Sicile, la Sasienne, la Corse, Rome et aussi un petit peu la Grèce. Donc en fait, ces populations se sont un petit peu mélangées aussi à cette période-là. Grâce au commerce et à la progression notamment des échanges commerciaux et l'installation en fait des ports qu'on appelait les comptoirs. Bon, faut prendre un petit peu de thé, c'est important, sinon on perd sa voix. Alors, donc, là on voit déjà que du coup, Plaute, il y avait déjà une petite guéguerre, on va dire, plutôt amicale,
entre les différentes populations, où on dédaigne un petit peu ces commerçants qui viennent de Phénicie et de Carthage comme un petit peu des concurrents. Et surtout, ces métissages, si on fait un peu plus loin, fonctionnaient très bien quand dans les premiers temps de la cohabitation avec Rome, parce que c'était un échange assez gagnant-gagnant. Parce qu'il y avait des matières premières qui étaient acheminées en fait de côte nord-africaine jusqu'en Italie, et inversement. Et du coup, chacun était gagnant parce que chacun avait des produits qui étaient différents. Si on prend aujourd'hui l'exemple, c'est un peu les théories qu'on pourrait avoir de Ricardo, où on a les avantages comparatifs. Chacun produit ce pourquoi il est le meilleur, et du coup, on va du coup vendre nos produits. Par exemple, on prend l'exemple dans Ricardo, c'est les Portugais qui vont produire du vin, c'est les Anglais qui vont produire des draps, et les Anglais vont vendre les draps aux Portugais, les Portugais vont vendre le vin. Et chacun est gagnant. Chacun produit ce qui lui coûte le moins cher à produire, et du coup, le vend au meilleur prix à son partenaire commercial. Donc c'est un petit peu comme ça que ça marchait à l'époque. C'est un peu le même système qu'il y avait malheureusement dans le commerce triangulaire en Atlantique, où on avait des produits, on arrivait avec de la monnaie d'échange pour acheter des esclaves en Afrique. En Afrique, on prenait les esclaves pour les échanger du coup dans les Antilles contre des matériaux comme du sucre, du tabac, etc. On les ramenait du coup en Europe et ainsi de suite, quoi. Chacun prenait ce qu'il avait besoin. Et au début, c'était un petit peu ça du coup dans cette zone-là. Avant qu'il se trouve qu'on change un petit peu de point de vue sur les besoins de chacun et que chacun ait des velléités un peu expansionnistes. Par ailleurs, naviguant vers de lointains exotiques, des rares explorateurs puniques ont voulu mieux connaître les littoraux des continents africains et européens. Le plus célèbre, un certain Hannon, est parti de Mogador et a peut-être même atteint le Cameroun. Les historiens, dans de nombreux écrits, se sont demandé jusqu'où il était allé, et diverses hypothèses ont fleuri, du Sénégal à l'Afrique du Sud. En outre, un navigateur anonyme est connu par le périple des marins de Néchao, des Phéniciens qui, pour le compte de ce pharaon, ont parcouru la mer Rouge, et sont allés au-delà. On a même dit qu'il avait fait le tour de l'Afrique, et qu'il était loin d'être sûr. Enfin, un certain Himilcon a longé la côte de l'Atlantique vers le nord, et moins jusqu'en Galice, et peut-être jusqu'en Grande-Bretagne. Dans ces trois cas, la destination finale du voyage a fait couler des litres d'encre sans que les certitudes s'imposent. Effectivement, ils n'avaient pas de GPS, donc compliqué de savoir jusqu'où ils étaient allés. C'est comme Christophe Colomb qui pensait qu'il était en Inde, alors qu'il était seulement dans les Antilles. Parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes circonférences de la Terre et les bonnes distances. Et on n'avait pas encore des cartes assez précises. Comme on l'a vu la dernière fois, les cartes se sont enrichies grâce à ces premiers explorateurs qui ont pensé être à un certain endroit, qui n'étaient pas forcément ceux dans lesquels ils pensaient être. Du point de vue des institutions, la cité de Carthage ressemblait aux autres cités du monde connu, c'est-à-dire de la Méditerranée. Elle était dirigée par une oligarchie, siégeant dans un sénat local, une assemblée de riches marchands qui déléguaient son autorité au quotidien à des magistrats, les suffètes. Le peuple se réunissait aussi en assemblée, avec plus ou moins de poids selon les époques. La force de cette cité reposait ainsi sur l'appui demandé, ou imposé à des sujets et des alliés. Les habitants du quart nord et est de la Tunisie actuelle, alors appelés Libyens, qui étaient des ancêtres des Berbères ou des Kabyles, donnaient de l'argent à des vivres, surtout du blé et du bétail au titre de l'impôt. Ils ajoutaient d'excellents soldats quand l'État... une stèle. Stèle avec son centre, le signe du Tanit, trouvé dans le sanctuaire de la déesse de Carthage, British Museum de Londres. Sympa. Il n'y avait plus rien là-dessus? Non, il n'y avait plus rien. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est Yann Le Bohec qui a fait l'article. Et du coup, comme je l'ai dit, Yann Le Bohec, je vous montre tout à l'heure. Il a fait le livre que j'ai recommandé, qui est vraiment très très bien, je pense qui retrace ça. C'est le livre Histoire militaire des guerres puniques, 246-146. Donc bon, j'ai mis le lien, vous trouvez sur Amazon ou n'importe quoi. Qui parle justement de ces guerres puniques, qui est un très très bon livre, qui nous fait revenir dans l'histoire militaire en fait de Carthage, qui nous fait vivre en fait à l'époque des soldats carthaginois, comment ils vivaient, quels sont les procédés tactiques qu'ils ont mis en place, quelles sont leurs motivations, quelle est leur vie quotidienne, etc. Qui est vraiment un très très bon livre qui je pense est une source assez intéressante pour cet article. Tiens, je mets le lien rapidement si vous voulez. Hop, puis j'avais le lien. Tac. Copier le reste du lien au cas où ça vous intéresse en savoir un peu plus. Hop. Tac. Alors, il ajoutait que sans cela, quand l'État leur en réclamait. Les Numides dans l'est de l'Algérie servaient quant à eux d'alliés,
Encore une fois, il y avait des Berbères, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait des Numides, et les Numides étaient très convoités parce qu'ils avaient une cavalerie. Et la cavalerie numide était reconnue comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure cavalerie de l'époque. Donc c'était assez intéressant du coup comme troupe auxiliaire à ajouter aux armées. Et on avait souvent on troupe auxiliaire dans les armées. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a un bateau de commerce, là, exemple d'un bateau de commerce phénicien sur un bas-relief de Sidon, Saïda au Liban. Encore une fois, hein, on dit, on avait des Phéniciens, on avait des Berbères, on avait des Numides, vraiment il y avait énormément de populations différentes qui étaient présentes dans ces villes en fonction des besoins de la population. Encore une fois, on a dit, hein, la cité, on a vu, c'était commandé par des marchands, donc les marchands, ils siègent là où il y a de l'argent à faire. Et là, on a les vestiges du coup de Carthage. Voilà, donc la colline de Birsha qui accueillait la citadelle punique de Carthage. Fut le dernier réduit des combattants de la ville face aux Romains en 146 avant Jésus-Christ. Le sac de la ville par les vainqueurs des vestiges d'époque punique ont été découverts comme ceux du quartier d'habitation ci-dessus. Voilà. Et là, on peut se rendre compte de la grandeur de Carthage avant qu'elle soit détruite par les Romains, saccagée, pillée, vilipendée par les Romains pour se venger de l'affront de Carthage qui a voulu se mesurer à la puissance romaine. Donc, les Carthaginois ont surtout impressionné par leurs contemporains, grecs et romains, par leur marine, au point que d'autres aspects de la prospérité ont été souvent négligés. Voilà. C'est ce que j'ai dit au début, c'est que le point fort de Carthage à la base, vu que c'était commerçant, c'était la navigation. Parce qu'à l'époque, pour commercer, vu la situation géographique de Carthage, hein, si on remet la carte là, qui est ici, c'était un centre névralgique qui était fondé par les Phéniciens qui ont trouvé que c'est un endroit très intéressant pour aller faire du commerce. En Sardaigne, en Sicile, en Espagne, c'était un point de passage quasiment obligatoire qui était assez central en fait quand on y pense par rapport à la Grèce et autres pays. Et c'est ça qui a fait sa grandeur. Et c'est pour ça que ça a occulté un petit peu le reste de la civilisation carthaginoise, mais c'est quand même un point assez fondamental de la société carthaginoise qui était un peuple de navigateurs, de marins à la base. Donc il y avait une énorme connaissance des vents et le fonctionnement de la Méditerranée pour se déplacer. Ok. Au point que d'autres aspects de leur prospérité ont été souvent négligés. Ils avaient pourtant d'excellents artisans qui produisaient de la céramique, des tissus teints en pourpre, couleur qu'ils obtenaient à partir d'un coquillage, le murex, donc qui a donné le nom des puniques. Ils étaient aussi experts dans la mise en valeur de la terre. Un certain Magone avait rédigé un traité d'agriculture en 28 volumes qui avait été jugé tellement excellent qu'en 146 le Sénat romain avait demandé qu'une traduction fût faite en latin. Voilà. Donc ils avaient quand même d'énormes compétences même si on voulait leur destruction. Voilà. Autre aspect du problème à donner matière à débat. Certains historiens pensent que les Carthaginois ont été hellénisés. D'autres à l'opposé ont écrit qu'ils conservèrent leur culture sémitique comme élément dominant. Certes, ils parlaient une langue sémitique, cousine de l'hébreu et de l'arabe. Actuellement, les premiers sont davantage écoutés. Il était certain, par exemple, qu'Hannibal connaissait tout ce qu'il avait écrit sur Alexandre. Ça, on le sait exactement parce que Hannibal a réussi des tactiques militaires d'Alexandre. Donc on sait qu'il avait lu sur Alexandre, qu'il avait étudié, analysé et compris comment fonctionnait une armée sous Alexandre pour se approprier un petit peu le fonctionnement pour l'adapter à ses propres troupes qui n'étaient pas composées des mêmes types d'infanterie, mais en tout cas qui pouvaient les transformer et les adapter à leur effectif. Baal, un dieu importé. À rebours, le domaine religieux avait conservé des traits phéniciens très forts et généralement admis que les dieux de la cité de Tyr y occupaient une place importante. Le dieu Baal, Amon, et sa parèdre Tanit Pénébal, Tanit face de Baal, protégeaient Carthage. Le célèbre signe de Tanit a laissé de nombreuses traces dans la ville qu'on a vu tout à l'heure. Le sacrifice sanglant appelé Molk, quelle qu'ait été sa réalité et son ampleur, a marqué les esprits. D'autres dieux sont connus, comme l'évoquent les historiens Gilbert Charles et Colette Picard, Baal Chamin, le maître des cieux, Réchep, dieu de la fécondité, qui régnait sur le monde infernal, Melkar et sa parèdre Astarté, les 10 patries de Tyr, Eshmoun, dieu de la végétation mourant et renaissant, recevaient ainsi un culte mais venait après Baal Amon, qui était le dieu de la cité. En résumé, si la culture était grecque, de mots en partie, la région était surtout sémitique. De même à Rome,
si la culture était grecque, comme partout à l'époque, la région était latine. Voilà, c'est la même chose. Il y a eu énormément de hellénisation des peuples, parce que du coup, il y avait énormément de commerce avec les Grecs. On rappelle, si on regarde la carte, ça paraît assez logique. On n'a pas toute la Méditerranée, mais là, on a la Turquie, de l'autre côté, on a la Phénicie, à peu près par ici, et on voit que la Grèce était le point un petit peu central du commerce. Donc les Grecs ont beaucoup influencé les peuples aux alentours, surtout qu'il y a une colonisation d'Alexandre qui a beaucoup joué quelques siècles auparavant, quoi. Hop. Et il y avait beaucoup de restes. De même, donc comme Carthage, Rome fut d'abord soumise au régime de la cité avec une société très aristocratique. Le pouvoir était exercé par le Sénat, assemblée de nobles, exerçant ou ayant exercé une magistrature qui déléguait ce pouvoir à des magistrats, hiérarchisés, élus pour un an, et toujours avec un ou plusieurs collègues. Questeurs pour les finances, les édiles pour le bâtiment et la police, les préteurs pour la justice, les consuls pour le domaine politique et militaire, le peuple se réunissant en assemblée appelée des comices. Dans les comices centuriates, les plus riches votaient d'abord, dans les comices tributes, les paysans emportaient. Étaient répartis entre 31 circonscriptions, les tribus sur 35. Voilà. Donc on a un système très hiérarchisé de la vie romaine. Et là on avait, justement ce que j'expliquais tout à l'heure, les 3 noms pour un seul peuple. Encore une fois, le peuple carthaginois, ce sont des peuples de gens ce sont des expatriés à la base de Phénicie qui sont arrivés. Nous avons parfois du mal à saisir le sens précis d'un mot. Dans le cas qui intéresse notre propos, le problème est rendu plus complexe quand il s'agit de 3 termes, dont 2 latins très proches. Le terme de Phoenicis, donc les Phéniciens, est un nom propre masculin, utilisé seulement au pluriel et désignait les habitants de la Phénicie asiatique, donc du côté de Tyr et de l'actuelle Syrie, soit les Carthaginois d'Afrique du Nord. En grec, on trouve surtout Phoniké, nom propre féminin qui renvoie tantôt à la Phénicie et tantôt à Carthage. Ce qui peut souvent prêter à confusion, parce que du coup, comme on dit, les Carthaginois n'étaient pas seulement phéniciens, mais ils étaient aussi berbères, ils étaient aussi numides, donc il y avait énormément de populations qui étaient présentes, donc le terme de phénicien n'était pas forcément adapté, en fonction du contexte, vu que certains étaient originaires de Phénicie, ça restait des navigateurs et des marchands, le terme est resté. C'est pour ça qu'on a trouvé d'autres termes, notamment l'adjectif punicus, punique, que nous avons utilisé comme nom propre, désigner tantôt les Phéniciens d'Occident, ou tantôt les Carthaginois. Encore une fois, c'est un peu complexe. Mais comme ces peuples avaient inventé un colorant rouge vif, qu'on a vu tout à l'heure, tout le monde nommait Punicie, les tissus en étaient empreints. Donc ça donnait le terme punique. Et enfin, le terme carthaginensis, les Carthaginois, est un nom propre et un adjectif employé soit pour parler des habitants de la ville, soit pour parler des Puniques, donc de l'ensemble des populations dans tout le territoire carthaginois. Voilà, donc c'est à la fois des Carthaginois, des Phéniciens ou des Puniques. Ça, le terme plus généralement adopté, ce sont les Puniques. En conclusion, tous ces mots équivalents et seul le contexte dans lequel ils sont employés permet de trancher. Voilà. Un peu compliqué, donc les 3 termes sont tolérés en fonction du contexte, si on met bien en contexte l'utilisation, quoi. Alors, enfant immolé, une rumeur vraie. Voilà. Alors ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle on voulait détruire Carthage, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu inhumain tout que des Romains, notamment les sacrifices qui étaient faits. Donc une tradition reprise par des romans et des films a fondé une croyance des sacrifices d'enfants destinés à satisfaire le dieu Baal, était pratiquée par les Carthaginois. Nom propre de Baal signifiait possesseur, seigneur, époux. Il y a un grand dieu des Phéniciens. Il a reçu divers surnoms devenant notamment Baal Amon, seigneur de Lamanus. Lamanus était une chaîne de montagnes du sud-est de la Turquie actuelle. Comme il était un puissant protecteur de la vie rurale, il fut transporté avec cette fonction dans le Maghreb actuel, et les Puniques en firent leur principal protecteur. Sa présence s'étendit jusqu'à l'époque romaine, il devient le Saturne africain, qui intervenait partout à l'origine d'un quasi-monothéisme, selon l'historien Marcel Leglay. Comme Baal avait conservé son caractère de dieu agraire, on lui offrait le sacrifice traditionnel dans ce contexte appelé molk, à savoir la mise à mort d'un enfant. Il reste une trace de ce qui se rite à Carthage dans le trophète de Salammbô, un sanctuaire et un lieu d'inhumation. Les historiens, surtout tunisiens, ont nié que ce sacrifice avait eu lieu. Tuer son fils est un acte abominable. La société ne peut pas se priver de futurs citoyens. D'autres chercheurs croient au contraire qu'il était pratiqué, bien que rarement. D'une part, il correspondrait à une tradition très répandue.
D'autre part, on sait que l'État romain, ayant interdit les sacrifices humains, avait imposé des sacrifices de substitution d'agneaux pour le culte de ce dieu. Substitution d'agneaux à quoi? La réponse est dans la question et la réalité de ces rites semble bien réelle. Voilà. Et là, on a une petite gravure pour illustrer ça. C'est quand même assez effrayant. Bon, c'est quelque chose aussi qui est une des justifications qu'a utilisées par les Romains pour aller détruire Carthage. Voilà. Il ne suffit pas grand-chose pour que les gens pensent que les Carthaginois sacrifiaient à tort et à travers leurs enfants. Et là, on a une fameuse, un buste du fameux général Hannibal, qui fut le principal opposant à Rome, qui a fait trembler Rome, à l'inverse de Scipion l'Africain lors de la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ. Voilà. Mais c'était un Hannibal fatigué, un Hannibal qui était dépourvu de ses meilleures troupes, qui s'est retrouvé versus Scipion l'Africanus. Scipion Africanus, qui était un des meilleurs généraux romains de l'époque, si ce n'est le meilleur. Ok. Alors, dans le domaine économique, maintenant passons un peu d'économie. Là, pour l'instant, on voit que les deux cités, il y avait quand même beaucoup de ressemblances quand même sur les deux cités. Hein. Domaine économique, Rome ressemblait beaucoup à Carthage, plus qu'on ne l'a dit. En Italie comme en Afrique, et partout au demeurant, les habitants vivaient surtout de l'agriculture, le pain représentant 90% de leur alimentation. Voilà, on va dire. Hein. C'est pour ça que, par exemple, pour les Romains, à l'époque, l'Égypte était assez vitale parce que c'est devenu le grenier à blé de Rome. Parce que le pain, on avait besoin. Et si bien que pour les Égyptiens, le pain aujourd'hui est sacré. On parle beaucoup du pain en France, tout ça, la baguette, mais là-bas, c'est sacré. Il y a même un contrat social pour acheter le pain où 50% du pain est financé par l'État. Et ça, c'est un contrat que l'État doit respecter sous peine d'avoir des soulèvements sociaux très importants. Ce pourcentage s'est maintenu jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est quand même assez impressionnant. Leur économie se fondait donc sur le blé, le vin et l'huile, qui formaient la fameuse trilogie méditerranéenne. Des géographes. Donc, blin, vin et huile jusqu'au 19e siècle. C'est quand même assez fou. Quand on y pense, c'est qu'on a eu un changement assez drastique des économies mondiales à partir du 19e, 20e siècle. Quoi. Aujourd'hui, on essaie de faire un petit retour en arrière parce qu'on se rend compte que du coup, l'agriculture, c'est quand même assez important. Et on voit les révoltes qu'on a aussi en France. Des manifestations plutôt que révoltes, en tout cas à ce propos-là, parce que l'agriculture, c'est de plus en plus compliqué. Les riches, seuls intellectuels, cherchaient à améliorer les rendements et on pourrait leur rapprocher le traité de l'agriculture écrit par Caton le censeur du livre de Magon, mentionné plus haut. Les historiens n'ont pas toujours vu que Rome, malgré sa situation à l'extérieur des terres, possède une excellente marine. Elle utilise surtout de Pouzole, surtout et d'Ostie, ainsi que des colonies maritimes des alliés de Grande Grèce, l'Italie du Sud et de Sicile. Cette remarque s'applique aux navires de commerce et est aussi valable pour les navires de guerre. Quand l'historien Diodote de Sicile fait dire à un Carthaginois s'adressant à un Romain en 264 avant Jésus-Christ, à la veille de la première guerre punique, vous ne connaissez pas la mer, vous n'oserez même pas y tremper les mains. Il ment, il veut créer un mythe. Par leur génie militaire, les Romains étaient aptes à toutes les formes de combat, même celles qui étaient inédites. Le talent expliquait l'échec militaire des Grecs devant Rome. Voilà. Alors à ce moment-là, il y avait cette croyance que les Romains n'étaient pas bons sur mer parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas une grande flotte maritime et qu'ils n'avaient pas fait d'expérience de la marine. Et qu'on les connaissait surtout par la bataille sur terre. Et très vite, ils sont adaptés à la marine, ils sont adaptés à la mer pour se développer et devenir la puissance principale. Rome se dote d'un territoire. L'expansion des Romains a commencé bien plus tard que celle des Carthaginois. Jusqu'au début du IVe siècle, Rome fut engagée dans des guerres contre des cités voisines, au risque de disparaître à tout moment. Et il y a un struggle for life. Voilà. Au début, Rome ne s'est pas imposée tout de suite sur la péninsule italique. Elle a dû se battre, et les Latins ont dû notamment se battre contre leurs voisins et éliminer leurs voisins pour s'adjuger en fait l'autorité sur leur territoire. Quoi. Il y a notamment, si on prend un exemple, je vais aller sur Wikipédia, je pense qu'il y aura l'article dessus. Alors, Wiki, massacre des Sabines. Les Sabines. Enlèvement des Sabines. Voilà.
Voilà, ça c'est un épisode un petit peu légendaire, mais qui explique bien en fait l'histoire romaine. Hop. Donc là on a l'enlèvement des Sabines. Donc l'enlèvement des Sabines est un épisode relaté par Tite-Live dans L'Ab Urbe Conditia Libri de Denis d'Halicarnasse et Plutarque. Normalement c'est produit au début de l'histoire de Rome, peu après sa fondation par Romulus et ses compagnons. Cherchant des femmes pour fonder leur famille, les Romains se négocient avec les Sabins. Donc c'est un autre peuple du coup de la péninsule italique, qui était à l'époque un des peuples principaux, alors que les Latins étaient encore, on va dire, assez minoritaires. Craignant la naissance d'une société rivale, les Sabins refusent d'autoriser leurs femmes à épouser les Romains. Ces derniers planifièrent alors leur enlèvement. Romulus prétexte un festival équestre dédié à Neptune. D'après Tite-Live, beaucoup de peuples voisins participent à ces cérémonies, dont les habitants de Caenia, Crustemerium, Dantemanea et de nombreux Sabins. Pendant le festival, au synode de Romulus, qui était de prendre les pans de son manteau et de son enveloppé, les Romains enlèvent les Sabines et repoussent les hommes de leur peuple. Romulus supplie alors les femmes d'accepter les Romains comme époux. Idéalement, cette fête a été créée en l'honneur de Consus. Les deux dieux ont pu être confondus au fil du temps, d'où l'amalgame souvent fait. Romulus proclame donc que la fête aura lieu avec les voisins de Rome sous le nom de Consulaia. Relatant l'épisode plusieurs siècles après, l'historien Tite-Live ne parle pas d'abus sexuels des Romains envers les Sabines. Je suis pas très convaincu qu'elles étaient consentantes, mais bon. Passons. En contraire, Romulus aurait offert aux Sabines le libre choix et leur aurait dit, promis, droit civique et droit de propriété. Il leur aurait parlé à chacune d'elles personnellement et leur aurait montré que cette violence ne doit être imputée qu'à l'orgueil de leur père et à leur refus de s'allier par des mariages à un peuple voisin. Les Sabines ayant accepté ces propositions auraient vécu honorablement dans des liens du mariage, auraient partagé les biens et les droits civiques de leur époux et auraient été les mères d'hommes libres. Narration est mise en doute dans les années 2020 et n'est pas spécialement valorisée pour les Romains de la fin de la République et au début de l'Empire, comme Tite-Live de mettre en avant la capture et le viol des femmes, probablement pour cela que le mythe a été modifié et que la partie sur la guerre a été rajoutée à la faveur des Sabines. On peut clairement être d'avis que c'est plutôt ça. Parce que je suis pas très convaincu que tu enlèves des femmes mariées à leur mari, que tu leur dis « Oh mais en fait ça va bien se passer, vous inquiétez pas, vous aurez des droits romains et tout », qu'elles ont accepté de plein gré. Je suis pas très convaincu. Et que du coup ça fait un peu tâche dans l'histoire romaine de dire que on a prospéré et on a réussi à survivre parce qu'on a violé les femmes de nos voisins. Voilà, ça fait un peu tâche. Donc on l'a un petit peu nuancé pour dire oh, ok, c'était la guerre, tout ça, blabla. Voilà. C'est pour dire que l'histoire romaine a été tendue. Ça a été compliqué pour les Romains, du coup, de persévérer et d'exister seulement, de seulement exister, du coup, sur leur territoire. Bon, ça c'est une anecdote, c'est un des éléments qui montre que du coup, pour les Romains, c'était beaucoup plus compliqué, alors que les Carthaginois c'était beaucoup plus simple parce qu'ils sont implantés, par des liens commerciaux, ils ont réussi du coup, notamment à s'enrichir et à se développer assez rapidement autour d'eux. En 340 avant Jésus-Christ, les Latins excédés de se constituer en une ligue et décidèrent de faire disparaître cette ville, source de tant de maux, toujours en guerre contre eux. Mais en 340 avant Jésus-Christ, ils subirent 2 défaites très sévères lors des batailles curieusement oubliées de Vécéris et de Trifanum, un fleuve qui était compagnie sur. Bon, en même temps, les défaites, on oublie souvent, on connaît pas Trafalgar, nous on connaît pas non plus, Waterloo, on sait pas où c'est, voilà, Gergovie, on connaît pas, enfin, voilà, Alésia, on connaît pas, il y a des choses qu'on oublie, hein, voilà, c'est comme ça. Par contre, Austerlitz, tout ça, on connaît bien. Ça c'est sympa, quoi. Les historiens n'ont pas prêté à ces batailles l'importance considérable qu'elles ont revêtue par leurs conséquences. Elles entraînèrent pourtant une vraie révolution. En effet, les Romains, contrairement à la tradition, ne réduisirent pas les vaincus en esclaves, et même bien au contraire, leur laissèrent la liberté et en firent presque des égaux. Ce qui est quand même assez rare dans l'histoire. Hein. La conséquence de cette mansuétude fut double. D'une part, Rome passa du statut de cité à celui d'État possédant un vaste territoire. D'autre part, le Sénat disposait d'un nombre de soldats bien plus important. Et oui, parce que ils étaient pas bêtes, les Romains. Ils se sont dit, on a une cité, on est en train de conquérir un territoire qui est de plus en plus vaste, mais pour conquérir et du coup garder notre autorité sur le territoire, il faut bien des gens. Donc, quoi de mieux que de garder des gens qu'on a vaincus, qui sont quand même des bons soldats et des personnes d'honneur, pour maintenir l'autorité en notre nom. En échange, bien sûr, d'un impôt, d'une dîme, etc.
mais en tout cas, ils vont être sous notre autorité. Et pour eux, ça change rien. Ils restent au pouvoir, ils payent un peu d'impôts et ils gardent leur autorité. C'est tout bénef. C'est comme l'idée, si on peut faire le parallèle, c'est qu'à un moment donné, quand la démographie romaine s'est effondrée, il y a Caracal en 212, il a fait un édit qui a autorisé, qui a donné la nationalité, en fait, la citoyenneté aux différents peuples qui étaient sur son territoire. Tout ça, c'était pas pour leur donner des droits civiques, parce que ça, c'est pas l'importance, mais c'est surtout pour ajouter des peuples qui payaient l'impôt et en plus pour avoir de nouveaux soldats. Voilà, Romain tout frais, parce que bien sûr, le service militaire était obligatoire. Faut pas oublier que ça c'était important. Ainsi s'explique la situation des événements après 4 siècles de lutte toujours victorieuse, mais toujours incertaine de 753 à 338 avant Jésus-Christ. Rome put se constituer un empire en un peu plus d'un demi-siècle. Entre 338 et 264, les légions s'emparèrent de la péninsule tout entière. La dernière année à noter est 264 avant Jésus-Christ. Elle correspond à la fois à l'achèvement de la conquête de l'Italie et au début de la première guerre punique. Voilà. Une fois qu'ils ont réussi à unir la péninsule italique, ils se sont dit pourquoi pas, on irait plus loin. Et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est que l'union italienne, c'est quand même bien plus tard. Les Italiens ont du mal à s'unir. Après l'effondrement de l'Empire romain, c'était beaucoup plus compliqué. Son cité-État a pris tout son essor, notamment à l'époque de Machiavel. Comment les Romains et les Carthaginois sont-ils arrivés là ? Tout avait pourtant bien commencé. La tradition rapporte que Rome et Carthage avaient conclu un traité d'amitié en 509 avant Jésus-Christ. La date correspond à la naissance de la République romaine, après le renversement de la royauté, mais elle est fictive. L'archéologie ne montre de changement qu'environ 30 ans plus tard. Bien plus, les historiens ont mis en doute l'existence de cet accord. Voilà. C'est ça qui est problématique, c'est que certaines choses qu'on pense, que la tradition nous rapporte, si on n'a pas de preuves historiques factuelles, on peut en douter très fortement. Et là, c'est ce qui arrive. On peut douter très fortement de ça parce qu'on n'a pas trouvé de traces qui nous dit la date exacte. Alors peut-être qu'il existait ce traité, mais peut-être qu'il n'a pas existé. Et dans le doute, on va dire qu'il n'a pas existé. Et c'était ou non la tradition fixait les limites des zones où les activités d'échange étaient autorisées pour chacun, sans empiètement sur le domaine de l'autre. C'est un peu comme un traité, on va dire, de libre circulation. On a le droit de faire des échanges, chacun a sa zone, chacun a ses ports, et tant qu'on reste dans son carcan, tout va bien. Liberté s'explique. Le commerce de Rome était encore loin d'avoir l'ampleur de celui de Carthage. Effectivement, Rome, il faut remettre en contexte, ils sortent d'un long combat pour unifier la péninsule italique. Ils sont pas encore sortis de leur péninsule, ils n'ont pas encore été, même s'il y a quelques échanges qui existent toujours, mais ils n'ont pas la longue tradition de Carthage qui vient de la Phénicie, qui a navigué sur les côtes africaines, qui a possiblement été allé jusqu'en Afrique du Sud, Cameroun, Sénégal, qui allait sur les péninsules du coup ibériques, qui est peut-être remonté jusqu'en Grande-Bretagne, qui a vraiment une grande connaissance maritime et des échanges qui se font de façon importante avec tous les territoires voisins. À Rome, ils sont encore au balbutiement de leur marine et de leurs échanges commerciaux par voie de mer. Donc, ce qui est logique, que pour l'instant, Rome, ils disent chacun fait son de son côté. Pour l'instant, nous, on n'a pas les moyens de façon de contrôler, donc on va pas quand même leur mettre la pression. En soit, d'autres traités sont attestés en 348 avant Jésus-Christ, peut-être en 343, mais pourquoi à 2 dates si proches ? On peut se poser la question, pourquoi il faut renégocier 5 ans plus tard ? C'est quand même assez étonnant. En 306 et en 379, dans ce cas, les Romains avaient besoin de neutralité de Carthage parce qu'ils étaient engagés dans une guerre contre Pyrrhus, le roi des Pyres, qui avait débarqué en Italie et qui avait essayé de dominer aussi la Sicile. Dans ce contexte, pourquoi 15 ans plus tard engager un conflit armé ? C'est vrai que c'est assez étonnant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Pyrrhus est assez connu pour l'expression une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est parce que Pyrrhus, quand il est parti faire son petit conflit notamment, il a gagné une bataille à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'il a gagné la bataille, sauf qu'il a perdu énormément d'hommes. Son armée a été décimée, donc il a fait une victoire qu'on appelle une victoire de justesse, donc une victoire à la Pyrrhus. Et il s'appelle vraiment le roi des Pyres. Voilà, c'était les fameux les Pyres, mais il n'y a aucune connotation négative, c'est juste le peuple des Pyres. Pas parce qu'ils étaient pires que les autres, ils s'appelaient comme ça. Voilà. C'est récent l'historiographie. Alors,
Certains historiens vont aller jusqu'à dire que les Romains ont laissé ce nom parce qu'ils disent qu'ils étaient pires que les autres. Mais bon, ça c'est plus fantaisiste qu'autre chose et que ça permet de faire sourire. C'est ça. L'historien Paul Venn, qui est un grand spécialiste du coup de l'historiographie romaine, un excellent article avait assuré que l'impérialisme de Rome n'a pas existé, que la cité n'a mené que des guerres défensives, qu'elle a toutes gagnées. Et il a aligné des entreprises. Ça on l'avait lu. On va passer. Ça on avait, de toute façon on avait fait. Aligner des entreprises conformes à sa thèse. À chaque fois des ennemis attaquent, Rome se défend et remporte la victoire. De fait, le droit des Fétiaux, le collège des prêtres chargé de veiller sur la Pax Deorum, la paix des dieux, garante de l'équilibre de la cité, interdisait les offensives. Cette thèse était de la part de ce savant de l'humour, car il savait bien que le Sénat était capable de trouver des arrangements avec le diable. Voilà. Alors, on sait très bien que bon, les guerres défensives, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y bien qu'on peut négocier avec les dieux en donnant quelques faveurs. C'est souvent fait, hein, le salut. On connaît bien dans différentes religions ce que ça vaut. Donc ça, c'est pas parce que les dieux ont dit qu'on n'a pas le droit de le faire qu'on le fait pas. Ou encore, il fallait provoquer l'ennemi. Mille autres ruses ont été employées pour satisfaire les ambitions à peine cachées, ce qui n'empêchait pas les Romains d'accuser leurs ennemis d'une mauvaise foi, qualifiée de punique. L'état de ce comportement fut que les peuples romains étaient perçus comme un peuple de vautours. Est-ce que c'est étonnant? Je suis pas convaincu, hein. Alors, là on a quoi? L'histoire de Salammbô. Ah oui. Carthage était le théâtre d'un roman de Gustave Flaubert, Salammbô, dans lequel l'écrivain relate un épisode véridique, la révolte des mercenaires contre Carthage, 241 à 238. Illustration figurant à Salammbô, l'héroïne du roman au destin, l'héroïne du roman au festin des mercenaires par Antoine. Voilà. On a dit, ce qui faisait la force et un peu la faiblesse de Carthage, et comme disait Machiavel, c'est que du coup c'était une cité qui faisait énormément appel aux troupes mercenaires, comme les Numides qui étaient des troupes mercenaires, et que bien sûr, si tes troupes mercenaires dépassent, qui sont des troupes auxiliaires, dépassent les troupes principales, ça pose problème. Ça pose problème pour l'autorité et du coup la cohésion du groupe. Il faut toujours que les troupes auxiliaires et les troupes mercenaires soient des troupes de soutien, de support, qu'elles n'aient pas un rôle principal dans l'armée. Sinon, forcément, ça pose des questions sur l'autorité. On a vu notamment avec le grand roi Xerxès, il avait énormément de troupes, sauf qu'il était des confins un petit peu de son empire et il n'y avait aucune cohésion, aucune, on va dire, technique militaire similaire entre les différentes troupes. Du coup, l'autorité qu'il avait dessus était assez faible. Donc, quand certaines ont commencé, notamment quand avec son successeur, le roi Darius, on fait face à Alexandre. Une fois que certaines troupes ont commencé à perdre, les autres ont dit moi, je peux pas me battre pour ça. Je vois que mes copains se sont fait, les troupes à côté se sont fait décimer. Moi, je prends mes jambes à mon cou et je me casse. Et ce qui s'est passé, elles ont fui. Parce qu'il n'y avait aucune discipline de combat et aucune autorité des dirigeants. Ça, quand tu as trop de troupes qui sont pas de sous ton autorité propre, c'est bien compliqué à maintenir la cohésion. Ce que disent les écrits antiques. Alors, quand l'historien aborde une période éloignée, comme celle-ci, il s'appuie surtout sur les textes qu'il doit classer entre sources primaires, donc les sources contemporaines, donc les sources qui sont en contact direct avec l'histoire, avec le récit. Les sources secondaires, donc postérieures, ils sont des sources primaires, donc des gens qui par des oui-dire vont écrire en fait quelque chose qu'on leur a dit, qui leur a rapporté, ou alors ils vont prendre un texte comme si vous écrivez un bouquin avec des sources. Vous êtes une source secondaire parce que vous racontez pas directement ce que vous voyez, mais vous prenez en fait l'information par des écrits que vous avez vous-même lus. Donc vous écrivez avec une ressource avec un œil extérieur. En second cas, il doit découvrir où l'auteur a appuyé cette information. Oui, les sources. Encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les sources, c'est compliqué à trouver. C'est compliqué à conserver parce qu'il n'y a pas de numérique, mais aujourd'hui avec le numérique c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, pour trouver les sources originelles avec l'IA par exemple, on peut se poser des questions. C'est pour ça qu'on voit énormément de fake news qui sont faites. Et à l'époque, c'est pareil, quelqu'un va écrire un truc, sauf qu'il va un peu le romancer, il va en rajouter beaucoup, il va le magnifier, etc. Il y a le même problème à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on va. Et donc il y a des choses qu'on pense en histoire. Ça se trouve, il y a des choses qui sont aujourd'hui qui sont validées comme véridiques. Mais si ça se trouve, c'est complètement fou parce que la source est erronée. Mais on n'a pas la connaissance de cette source erronée. Donc tant qu'on n'a pas de contre-indication, on va admettre que c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà.
c'est-à-dire séparer le vrai du faux. Pour les cartes puniques, de nombreux textes sont disponibles, mais beaucoup se réduisent à de courtes notices. Parmi les grands auteurs, on trouve 3 grecs et 2 latins. Chez les Grecs, on compte Polybe Histoire, qui a vécu parmi la prestigieuse famille des Scipions, un fameux Scipion Africanus, et qui les admirait sans limite. Donc pareil, discours primaire, mais qui est un peu biaisé par le fait que c'est un grand admirateur des Romains. Et là, on voit dans toutes les sources, ce qui nous sont les principales ne sont pas des sources puniques. Donc ça peut être un petit peu un biais de compréhension. Plutarque, vie parallèle, qui a écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, c'était un moraliste qui utilisait l'histoire pour son propos. Encore une fois, il utilisait l'histoire à son avantage, donc des trucs qui sont un petit peu refaits un petit peu à sa sauce. Donc voilà, c'est un premier biais qu'on a. Et Dion Cassius, histoire romaine, historien du début du IIIe siècle, avait lu des auteurs divers. Chez les latins, Tite-Live, connu au début de l'époque impériale, a une réputation d'auteur fiable pour son histoire romaine. Quant à Cius Italicus, il n'a fait que mentir dans ses Punica, mais il était un poète. Bon, si c'est un poète, c'est pour de la poésie, ça passe. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. On a des sources qui ont une fiabilité plus ou moins bonne en fonction des personnes. Voilà. Et encore une fois, elles sont fiables selon nos critères à nous. Selon d'autres critères, elles ne le seraient pas forcément, quoi. C'est un peu compliqué, malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Donc, 7 ennemis majeurs ont été combattus entre 230 et 288 avant Jésus-Christ. Un peu de calme est survenu ensuite, en attendant les années 148-146. Il apparaît qu'il n'existe pas de modèle. Chaque guerre a eu ses causes, son déroulement et ses conséquences. Il suffira ici de faire un peu de géostratégie, sans entrer dans le récit des conflits. La Sardaigne et la Corse tombent. C'est par l'Occident que le Sénat a commencé les hostilités, mais ensuite il a su alterner ses coups à l'ouest et à l'est, ou répondre à des agressions dans une région ou dans une autre. Les mercenaires de Carthage se révoltèrent pour obtenir leur sol, mais la cité devait verser des sommes importantes à Rome, et elle ne pouvait pas les payer. Voilà. Le problématique, c'est que du coup, de 1, vous avez des troupes mercenaires qui coûtent plus cher que vos troupes traditionnelles, vos troupes principales, vos principales troupes. Et ce qui fait que du coup, le conflit lui-même coûte cher, et que quand vous perdez, vous avez un tribut à payer aux vainqueurs. Donc vous avez un tribut à payer aux vainqueurs, des troupes qui coûtent cher, au final vous n'avez plus de sous pour payer vos troupes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les troupes se révoltent et ne combattent plus. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est un peu dans cet étau-là qu'a été pris Carthage. Donc leur insurrection a été écrite par Flaubert en 1862 dans Salammbô, donc on a vu juste au-dessus. Profitant de ce conflit, le Sénat fit occuper la Sardaigne et la Corse en 238. Il est toutefois remarquable que ces deux îles n'ont été transformées en province qu'en 227. C'est vrai, 238 à 227 quand même, 11 ans, c'est assez étonnant. En même temps, les légionnaires romains envahissent la Ligurie, 238-230 avant Jésus-Christ, où ils commettront de terribles massacres pour réduire les résistances. C'est ça le problème des troupes romaines ou des troupes militaires en général, c'est que ça y va pas avec le dos de la cuillère. Il se passe des choses pas très catholiques, on va dire, sur leur passage. Mais bon, encore une fois, c'est assez terrible, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Les Gaulois d'Italie ont été ensuite les victimes de cet impérialisme. Il est vrai que c'était eux qui avaient commencé en 399. Assiégé et pris Rome dans ce qui fut une guerre célèbre. Leur chef Brennus avait exigé une rançon en or pour partir, et comme il trichait en appuyant sur un côté de la balance, il fit aux Romains qui protestaient une célèbre réponse: Vae victis, malheur aux vaincus. Ah oui, la loi du plus fort. C'est sur le vainqueur qui écrit l'histoire, voilà, qui est écrit. Voilà. C'est triste, mais du coup, ça se passe pas très bien. On va pas rentrer dans les détails, mais dans ces périodes-là, quand les Gaulois sont partis de Rome, ils n'ont pas laissé une très très bonne image. Ça c'est pas très sur leur passage, ça n'a pas été un passage très bénéfique pour Rome, et du coup ils ont gardé un mauvais souvenir, un peu rancunier, et on les comprend. À cause de cette dureté, de ce mépris, les Gaulois étaient devenus des ennemis héréditaires, et César en 58 avant Jésus-Christ s'en rappelait quand il entreprit la guerre des Gaules. Des conflits de plus ou moins grande envergure, de plus ou moins grande ampleur, vinrent à bout de ses ennemis de 225 à 187 avant Jésus-Christ. La conquête de la péninsule ibérique, région souvent réduite à la seule Espagne, alors qu'il ne faut pas oublier le Portugal, commença dès 217 avant Jésus-Christ en réponse à l'attaque que menait Hannibal en Italie. Elle dura jusqu'en 19 avant Jésus-Christ, avec des épisodes de calme. Caton le censeur, Scipion
le deuxième africain, et l'empereur Auguste s'y illustrèrent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un parade de légionnaires, petit bas-relief de soldats romains vêtus d'une cuirasse à lambrequin. Le deuxième soldat de droite porte bien visible le glaive de légionnaire, musée du Louvre à Paris. Et on le voit ici, hop, le bon glaive, les bons casques, les belles tenues romaines, franchement, magnifique, hein. Bas-relief du 1er siècle, extrêmement bien conservé, franchement. Franchement, très très bien conservé, très sympa. Et là, qu'est-ce qu'on ici nous disent? Reconstitution de la colonne rostrale érigée par Julius pour célébrer la victoire romaine de Mylae contre Carthage en 260. Ouais, belle colonne romaine. Ok, face à face avec les légions. Ah oui, c'est la guerre. Le légionnaire des guerres puniques est connu grâce à Tite-Live pour 340 avant Jésus-Christ, Histoire 8, et Polybe pour 148, Histoire universelle 6, 21, 23. Rome vivait sous un régime aristocratique, dans lequel les nobles servaient comme officiers, car ils pouvaient acheter un cheval et un équipement. Au niveau inférieur, les soldats payaient armement et nourriture. Ils devaient savoir utiliser toutes les armes, pierres lancées à la main, fronde et arc, mais ils servaient surtout de la lance de haste, tenue à la main, du javelot pour le jet et du glaive. En 340 avant Jésus-Christ, déjà, le légionnaire était un vrai char d'assaut en miniature. Outre les armes offensives susdites, il était protégé par un casque, un bouclier, et le plus souvent également par une cuirasse, qui était généralement un côte de maille, parfois un protège-cœur. On donne ce nom à une petite plaque de métal placée au milieu de la poitrine. Les combattants étaient répartis selon l'assiette triplex, l'armée sur 3 lignes. Chaque ligne était divisée en 15 manipules, séparées les unes des autres, et comptait un ou plusieurs rangs de combattants. L'armée romaine combinait la force du nombre et la souplesse de la distanciation. Au total, une légion comptait sans doute 5000 hommes. C'est quand même pas mal, hein. L'évolution fut modeste. Polybe apporte des éléments pour 148 avant Jésus-Christ. L'assiette triplex existait toujours, mais chaque ligne comptait 10 manipules et non plus 15. Les deux premières lignes regroupaient 1200 hommes chacune, la troisième 600 seulement. Une infanterie légère était placée en avant. Elle intervenait avant le combat, proprement dit, soit 1000 hommes de plus. Une légion regroupait donc 4000 hommes, qui utilisaient toujours le glaive, le javelot et aussi la lance de haste. Voilà. En fonction de l'ancienneté, en fait, avant la réforme, avec la réforme de Marius, les Romains formaient des lignes, avec notamment les différentes sillons. Attends, s'il faudrait que je retrouve. Si on fasse armée romaine, alors parce que je suis pas expert, alors j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais il y avait un jeu qui était, il y avait Total War, qui s'appelle Arena, qui était extrêmement bien pour ça, qui expliquait tout ça. Légion manipulaire. Légion manipulaire, est-ce qu'ils vont expliquer l'organisation manipulaire? L'organisation manipulaire. Composition. Ah voilà. Voilà, on avait du coup là différentes manipules avec les trois, avec notamment les velites, les astati ou les principes et les astati principes. Donc on avait les premières troupes qui avaient le moins d'expérience qui étaient devant, ceux qui en avaient le plus, qui avaient les deuxième tour d'expérience, et après les troupes qui avaient encore plus d'expérience qui étaient derrière. Voilà. Les velites, manipulaires, voilà, c'était ça. On va voir, on a l'exemple là. Les Romains, les légions 1, légion 2. Et là on a un petit exemple là. Voilà, on voit les velites, les principes, les triarii, et on peut voir les astati qui étaient derrière. Hop. Hop. Voilà, là on a une bonne. C'est pas mal, hein, Statis, Principes, Triari. On a les exemples. Ah, c'est pas mal fait ça comme exemple. Je suis vraiment pas expert des compositions de l'armée romaine, mais c'est dommage dans le jeu. Je sais pas si je trouvais ça extrêmement bien foutu dans le jeu Total War. Je sais pas s'il est encore s'il y a l'exemple. Oh, je trouve que ce jeu était incroyable. Je sais pas si on va retourner parce que le jeu est passé en chinois, après il a été annulé. C'est dommage, je crois que c'était un des meilleurs jeux. Petit robot militaire. Il n'est pas si rentable à cause de la taille minuscule des unités et des commandances cosmétiques. Non, on ne fera pas avoir. Hein. Wikipédia. Est-ce qu'ils ont mis un truc avec les armées? Non, on n'a plus le. Il y avait le lexique qui était incroyablement bien fait, qui
expliquer tout ça, mais je sais pas si on peut le retrouver. Hein. Je pense pas qu'ils ont encore la fiche sur Creative Assembly. Ah, je pense pas. Je pense pas, mais c'était extrêmement bien foutu. On avait toutes les différentes armées de l'époque. Avec notamment toutes les explications des différentes unités. C'était vraiment bien foutu. Hein, ça. Là, on commandait 3 unités. 3 types d'unités et on se battait comme ça des combats un petit peu en mode de League of Legends mais version historique quoi. C'était vraiment très très bien foutu comme jeu. Alors, je crois que c'est un jeu que j'ai vraiment coutu. Is back, ouais, je pense pas le jeu. 2005 We Can Still Play Tournament 2005. Ah oui. Incroyable. Enfin bref. Alors, 1753, on va peut-être finir cette partie et puis on va s'arrêter je pense. Hein. Sinon on va pas y arriver. Alors, en Orient, 3 conflits furent de même très différents les uns des autres. Contre l'Irie, la partie littorale de l'ex-Yougoslavie, au nord de l'Albanie, 3 guerres furent menées avec ce qu'on n'en doute pas, une justification éthique. La reine Teuta et ses successeurs encouragèrent la piraterie qui l'on admettra sans peine et contraire à la morale. Ah oui. Bon. Nous, on adore la piraterie. Hein, on va pas se cacher, on aime bien les pirates. Mais la piraterie, c'est pas forcément top. Hein, ça endigue le commerce. Jules César en était victime. D'ailleurs, il s'est vengé après parce qu'il était capturé par des pirates. Il avait tué les pirates qu'il avait capturés. Mais ça cause des problèmes pour les transactions et pour la libre circulation des personnes. Donc forcément, les Romains, ça les met un petit peu hors d'eux. Donc les Romains n'étaient pas des agresseurs. Puis, contre la Macédoine, il n'y eut nul besoin de prétexte. Le roi de Philippe V de Macédoine avait conclu une alliance avec Hannibal. Voilà. Donc vu qu'il a conclu une alliance avec l'ennemi, on peut le faire la guerre. D'où 3 guerres, 115-205, 200-147, 172-168. Les conflits provoquaient la transformation de la Grèce en 2 provinces romaines, la Macédoine au nord, Achaïe au sud. Dans ce cas également, ce n'était pas le Sénat qui avait commencé contre la Syrie. Enfin, la guerre contre Antiochos III, 192-188, donc les successeurs d'Alexandre, hein, on rappelle l'État d'Alexandre a été morcelé à sa mort, du nom du roi agresseur présenta des caractéristiques intéressantes. Ce fut le monarque de Grèce de Syrie, Antiochos III, qui attaqua en Grèce, et les alliés de Rome, maltraités, lui demandèrent de l'aide. Eh oui, les Romains ont se dit « Ah, on demande de l'aide !» Et là, ils ont vu un bon filon. On va aider les Romains, on va aider les Grecs, et du coup, on va les battre, et on va récupérer le territoire au passage. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Rome étendait sans cesse son empire, il fallait arrêter ce processus, sous peine de succomber. Sous son intervention en Grèce, dans les îles, et enfin en Anatolie. Ce conflit permet aux Romains d'engranger un nouveau succès, et ils ne recherchèrent pas pour autant à transformer le royaume vaincu en province. Dans ce cas, ils défendèrent des alliés. Finalement, l'année 146 avant Jésus-Christ fut marquée par les sacs de Corinthe et de Carthage. Un sort analogue fut réservé à Numance, en Hispanie. En 133, Rome était une puissance d'expansion. Carthage, au contraire, d'ailleurs, c'est rigolo, était une puissance installée. Mais il serait naïf d'imaginer les Carthaginois comme des paisibles commerçants. Oui, bah oui. Ils ont des bateaux de commerce, mais derrière le bateau de commerce, ils se cachent des troupes. Hein. C'est quand même un peuple qui est assez belliqueux. Et aussi, ils ont constitué un empire et depuis longtemps. C'est à partir de 1100 avant Jésus-Christ, quand l'Utique a été fondée sur les côtes de l'actuelle Tunisie, que tout a commencé pour eux. Romaine, on l'a dit, comprenait d'une part des ports isolés, les échelles, et d'autre part des territoires, ouest de la Sicile, Sardaigne, Baléares, et sud de la péninsule ibérique. Et donc un domaine qui avait atteint un point d'équilibre, était suffisamment étendu pour les activités commerciales des Puniques, une guerre inévitable. Là se pose précisément un problème vu que l'historien grec Thucydide avait vu en son temps, et qui est admis par tous les stratégistes, quand un empire puissant voit se lever un concurrent, il cherche à l'écraser, avant qu'il soit trop tard. Ce qui est assez logique. Hein. Vous êtes une puissance dominante, vous voyez qu'un État est en train de se constituer une marine, d'avoir quelques succès militaires sur ces territoires, et de petit à petit s'agrandir. Là, vous faites menace. Donc il faut aller l'écraser rapidement avant qu'il devienne trop important. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé pour les Carthaginois, même si malheureusement pour eux ça s'est pas passé comme ils l'auraient prévu. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, la guerre du Péloponnèse a surgi quand Sparte a fait de l'ombre à Athènes. Quand Rome a fait de l'ombre à Carthage, les guerres puniques ont été vues comme une solution par les deux parties. Les uns défendaient leur précaré, les autres en voulaient au moins une partie. Ah oui, quand il y a un qui a un gros part de gâteau, les autres ils en veulent aussi un petit bout.
et l'appétit venant en mangeant. Voilà, ils ont désiré la totalité, d'où la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, facilitée moralement par un crime de guerre évoqué ici. Alors, comme on dit, on remet le territoire. Ils sont arrivés, ils ont réussi à prendre la Corse, la Sardaigne, récupérer la Sicile, ils ont fait ah c'est pas mal ça. Mais du coup, si on pouvait tout récupérer, bah ça serait encore mieux. Du coup, on a commencé à récupérer des territoires avec la première guerre punique. Et ben on va essayer de récupérer le reste. Et spoiler, c'est ce qui s'est passé. Et c'était grandement facilité du coup par la guerre entre du coup Athènes et Sparte. Alors, les guerres puniques auraient-elles pu être évitées? Ne tombons pas dans l'Uchronie, cette discipline qui essaie de deviner ce qui se serait passé si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. Cette quête relève de la littérature, discipline très respectable, mais pas de l'histoire. Constatons que Carthage possédait un empire où étaient entassées de grandes richesses, et que Rome brûlait de grands appétits et de désirs pour ces richesses, et les guerres puniques furent le choc des deux impérialismes. Et du coup, ils ont trouvé des prétextes pour récupérer ces territoires qui étaient pris par les Puniques. Et comme j'ai dit, pour aller plus loin, il y a l'ouvrage que j'ai mis tout à l'heure, je crois que si je remets CTRL-V, hop, il est là, l'histoire de la militaire de la guerre punique, de Yann Le Bollec. Sinon, il y a des romans au combat de Yann Le Bollec aussi aux éditions Talendier, et Carthage de S. Lancel aux éditions Fayard. Voilà. Et là, on a fini la première partie sur Carthage, et on fera la deuxième partie la semaine prochaine sur notamment se rendre maître de la Sicile. Voilà, je vois qu'il est déjà 18h les amis. Donc, nous, on a fait un bon petit live. Je crois qu'on va s'arrêter là, on est pas mal. Hop. Tac, attends, je vais reporter ça. Hop, donc si vous voulez en savoir plus les amis, hop, le petit Substack, comme j'ai dit, allez Substack pour s'inviter à newsletter pour rien louper des news du floor de l'histoire, les petits réseaux sociaux si jamais vous voulez me retrouver. Sinon on se retrouve vendredi 16h les amis, 16h pour un nouveau live notamment. On a dit sur un petit React, je sais même plus, j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit un React sur l'histoire de je sais plus quoi. Voilà, ce sera la surprise, je sais plus. Et j'ai oublié, je suis fatigué. Moi, il faut que j'y aille parce que du coup, j'ai une formation ce soir à 19h. Donc, il faut pas que je sois trop en retard. Donc, je vous mets une petite musique de fin, les amis, petite musique de fin. Let's go. Voilà. Il n'y a pas de musique de fin. Attention. Voilà, très bien. Et c'est une bonne soirée, les amis. Que les vents vous soient favorables. Ciao, ciao.